Écoute, avec la pandémie, j'en ai vraiment des comiques, là, des histoires d'étudiants, des affaires complètement ridicules. J'ai un étudiant qui m'a envoyé, ben celle-là, c'est une comique, là, ça a été, j'ai eu à formuler une plainte à l'université. Il m'a envoyé une photo. Il m'a dit, j'ai un accident d'auto. Donc, je ne peux pas être là à l'examen. Je viens d'avoir un accident d'auto. Voici une photo de mon accident. Mais c'est clair qu'il a googlé une image, puis il n'a pas exactement regardé c'était quoi. Il était écrit genre les vieilles photos dans lesquelles en bas, tu as la date en couleur. Ouais. C'est comme, c'est écrit 04 quelque chose. Et ouais, c'était pas la date de l'examen. Puis c'était comme 3-4 jours avant l'examen. Fait qu'il y a eu un accident. Il est en train d'essayer de me faire passer ça. Puis il dit, je peux vous envoyer le rapport de police. J'étais comme, moi, mais l'examen, il a eu lieu comme, c'est 4 jours plus tard après l'examen, après l'accident. Je suis désolé que tu aies eu un accident, mais tu essaies de m'en passer une vite. Puis, non, j'en ai des comiques. Là, j'en ai un, le nouveau, c'est le déménagement. J'ai 4 étudiants aujourd'hui qui m'ont demandé qu'ils étaient en train de déménager. Et donc, ils veulent une extension sur le take-home pour lequel je leur ai déjà donné 72 heures. Ils ont comme réalisé qu'il fallait qu'ils le rendent aujourd'hui. Fait que naturellement, ben, c'est aujourd'hui qu'ils déménagent. Puis c'est aujourd'hui qu'ils le font. Puis là, après ça, naturellement, je leur réponds, oui, tu peux le remettre en table. Il va y avoir une pénalité, comme toujours. Puis dès qu'ils voient le mot pénalité, ils vont dire, ben, je vais essayer mon mieux pour vous l'envoyer à temps. C'est pas surprenant. C'est vraiment des histoires de bullshit. J'ai une anecdote, Vincent, un peu à l'inverse de ce que tu racontes là. Nous autres, on avait un prof quand je faisais le bac en philo, on avait un prof qui s'appelait Yvan. Je vais épargner son nom de famille d'un coup que ça vient à ses oreilles. Mais Yvan, on le soupçonnait tous de ne pas lire les textes. Il nous demandait à chaque semaine de faire une petite réflexion sur ce qu'on avait vu dans le cours, puis il donnait ça en papier, format old school. Puis on faisait des tests, on pliait les coins, mettons, puis on se disait, ben, quand s'il me redonne le truc, même pas déplié, je vais savoir qu'il y a des bonnes chances de ne pas l'avoir lu. Puis il y a un gars qu'on avait dans le cours, lui, il s'était mis à juste écrire n'importe quoi dans le document. Genre, il racontait la première fois qu'il a baisé avec sa blonde, il racontait plein de patentes de même. Puis maintenant, ça fait comme 4-5 cours encore, puis le prof, il n'a pas passé de commentaires, il n'a rien dit encore. Le gars, il reçoit son truc avec marqué très bien dessus au stylo. Fait que là, il dit, c'est sûr qu'il ne lit pas. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que il ne lisait pas, c'est vrai, mais au hasard, il en lisait 2-3 par semaine. Et le hasard étant le hasard, un jour, il a pogné le sien. Je te laisse imaginer la suite. Là, le discours en avant de la classe. Là, on est à l'université, puis les affaires de raconter sa vie personnelle dans un travail, c'est inacceptable. Blablabla, puis blablabla. Mais ça avait quand même bien fait rire tout le monde. Je ne sais pas si c'est le genre de choses que tu as vécu. Là. Non, écoute, il y a des profs qui... En fait, moi, j'ai 2 choses. On va faire un petit commentaire sur les universités. Il y a 2 problèmes dans les universités. Le premier problème, c'est qu'on demande aux étudiants d'évaluer les profs. Puis ça n'a aucun lien. Tout simplement parce que l'évaluation ne se fait pas en fonction du système, le prof ou non. C'est en fonction des compétences que tu développes. Puis ça, c'est les employeurs qui vont pouvoir le dire après que tu sois sorti de l'université. L'autre aspect, c'est qu'il y a beaucoup de profs que c'est du bois mort. Des profs qui sont vraiment... qui travaillent pas fort, qui font pas l'effort, qui sont pas vraiment motivés par la mission, mais plus par les nananes qui viennent avec, puis par les politiques de département. Ou parfois encore pire, des gens qui sont là parce qu'ils veulent être des activistes puis changer le monde. Mais dans ce cas-là, ils ne sont pas tant orientés sur développer des talents chez les étudiants que de faire du militantisme. Puis ça, là, c'est des profs que c'est vraiment, là, puis ce que tu viens de me décrire comme ton exemple, c'est le cas de plusieurs professeurs dans des universités. Puis c'est ces gens-là qui donnent une mauvaise image aux autres profs. Puis non seulement ça, mais j'ai une théorie qui est que tu prends la distribution des appréciations des professeurs, tu sais, comme les étudiants de 1 à 5, avez-vous aimé ce professeur? Le professeur qui a une distribution normale, centrée autour de la moyenne, c'est pas un bon prof.
un bon prof devrait avoir une distribution bimodale où est-ce qu'un paquet des étudiants l'haïssent puis un paquet l'adore, puis il n'y a rien au milieu. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire, tu ne devrais pas avoir une sorte de valeur centrée. Tu devrais avoir quelque chose dans lequel l'expérience était comme intense. Puis parfois, intense, ça veut dire que tu ne l'as pas vraiment aimé, ça n'a pas matché, c'était difficile. Puis là, tu as découvert que peut-être tu devrais choisir un autre chemin ou tu as adoré puis ça t'a hook on pour continuer. La seule exception à ça, je dirais, c'est les cours d'introduction. Les cours d'introduction, tu devrais avoir une moyenne bien centrée. Mais tout ce qui est autre, des trucs plus avancés, non. Tu devrais parce pas. Que le but. Parce que ton but, c'est de rendre intéressant le sujet. Mais de les aider aussi. Tu veux pas, c'est pas juste que l'étudiant va se retrouver dans, qu'il doit graduer avec honneur. C'est qu'il doit graduer avec quelque chose qui l'aide, dans quelque chose qui est approprié. Puis, comme professeur, tu peux pas le découvrir pour lui, mais tu peux l'aider à le découvrir puis pas le punir. Fait que généralement, ce que je fais, c'est des étudiants qui travaillent fort, par exemple. Là, il ne faut jamais dire ça en public, mais j'arrête de le dire en public. Mais par exemple, un étudiant qui va travailler super fort dans mon cours, mais qui n'est pas bon, je vais comme compter 2 fois une de ses bonnes réponses. Ou, que je vois que l'étudiant, c'est pas qu'il n'est pas bon, qu'il est paresseux. S'il n'est pas paresseux, je vais comme m'assurer qu'il ne soit pas trop pénalisé pour pouvoir justement se réorienter vers quelque chose. Mais je lui dis, écoute, si tu as eu ta difficulté avec ça, peut-être qu'il y a d'autres choses qui seront plus appropriées pour toi. Peut-être que tu devrais explorer ça, mais je vais m'arranger pour ne pas les pénaliser, ces étudiants-là. Puis ça, c'est vraiment comme ça qu'un prof devrait être. C'est comme une sorte de jeu d'équilibre où tu essaies d'aider, mais sans jamais leur dire quoi faire. Parce que là, c'est là qu'un prof devient vraiment atroce. Tu aurais aimé ça. Vas-y, Anne. Oui, tu aurais aimé ça enseigner en actuariat, Vincent, je pense, parce qu'à l'Université Laval, il y a un peu une réputation de fierté à l'Université Laval, le département d'actuariat. C'est une des écoles d'actuariat les plus réputées en Amérique du Nord. Là. Je pense qu'ils sont comme dans le top 12, quelque chose comme ça. Puis, c'est vraiment un freak parce que quand on rentrait, nous autres, on a rentré 160 à peu près, puis on a fini 66, 67, là, dans ce genre de chiffre-là. Là. Parce que c'est un problème, c'est un programme non contingenté. Évidemment, c'est un programme qui rapporte beaucoup d'argent à l'université parce que 24 de cotère, on vous prend, puis on s'organise, vous ne finissiez pas votre session parce qu'on met les examens bien tough. Moi, je me rappelle mon premier examen de mathématiques financières. Je reçois ma note 62, j'étais vraiment content, la moyenne était 44. Les profs s'amusaient à nous taper sur la tête, et bang, bang, il y a une réputation ici à Laval, c'est juste les meilleurs qui vont finir. Puis, si tu passes au travers de ta première année et demie, tout était correct après. Là. Tu savais que tu allais finir ton bac, puis tout était bon. Puis notre bac valait vraiment de quoi sur le marché parce que j'ai parlé à des employeurs. Le taux de chômage chez les actuaires doit être absolument médiocre. Là. Je veux dire, ça doit être à peine. Ça dépend. Ça doit être à peine la moitié d'1%. Là. Non, mais ça dépend. Tu as des. Tu sais, je l'ai entendu de la part d'employeurs carrément. Il dit, tu sais, on reçoit des CV de Laval, on est content. On sait qu'on va les prendre. On reçoit des CV de Concordia, même chose. L'Université de Montréal, des programmes le fun, tu sais, quand même, intégration d'entreprise assez développée, tout ça. On reçoit des CV de l'UQAM, il est mieux d'être bon. Pour vrai, sur le marché du travail, c'était ça. D'après moi, c'est vrai, pas juste en actuariat, ton affaire. Non, mais Vincent, je veux juste revenir sur ce que tu disais avant. Tu avais raison parce que nous autres, dans la faculté de philo, le plus drôle, c'était, c'est sûrement comme ça dans bien d'autres, j'ai parlé avec d'autres gens, c'était comme ça dans plein d'autres branches, surtout en sciences humaines, c'était qu'il y avait une genre de relation inverse entre plus un cours est achalandé, on parle des cours optionnels, là, pas les cours que tout le monde doit suivre, mais plus les cours étaient achalandés, en réalité, moins bon est le prof. La raison est simple, c'est que comme le prof n'est pas très bon, n'est pas très motivé, il donne des très bonnes notes à tout le monde, et tout le monde veut s'inscrire dans ces cours-là parce que là, pour être admis à maîtrise, doctorat, avoir des bourses d'études, il faut que tu aies des bonnes notes. Donc, tout le monde, puis là, je nommerai pas de nom, mais tout le monde prenait les cours optionnels de tel prof parce que tu es sûr d'avoir un B+, ou un A-, même en foutant rien. Et personne prenait les cours super pétés. Que moi, j'ai déjà eu un prof, qui est décédé aujourd'hui, il s'appelait François Tournier. Et lui, c'était, je veux dire, lui, il nous avait fait un cours de 45 heures sur le débat entre Niels Bohr et Einstein dans les années 30. Là. C'était puis il y avait des formules au tableau, puis c'était un gars super pété. Chaque année, chacun de ses cours était différent. Il ne refaisait jamais le même cours 2 fois.
Mais lui, Ça, c'est un prof passionné. Mais lui, personne ne voulait prendre ses cours ou presque. On était genre 8 dans la classe parce que même en ayant bien travaillé, ça se pouvait qu'il te crisse un C+. Là. Fait que... Ben écoute, deux choses. Moi c'est incroyable la réputation que j'ai sur le campus. La part des étudiants ont la chienne de prendre les cours. Ça a toujours été le cas. Mais en même temps, il y en a toujours comme une couple qui finissent par dire c'est probablement le prof le plus le fun qu'on a eu. Puis je leur montre des affaires, puis je veux dire, puis souvent je leur dis, il y a deux manières que tu vois l'éducation. C'est soit tu penses que c'est un capital humain, puis tu es ici pour apprendre. Si c'est ça, tu as choisi ton programme probablement en fonction de ça. Ou tu es venu parce que tu penses que c'est le papier qui est un signal sur le marché. Puis là, ça va te dire pas mal sur qu'est-ce que la personne veut à partir de son éducation. Si tout ce que tu veux, c'est un papier qui dit que tu es capable de t'asseoir dans un cours, de comprendre ce que l'enseignant veut. Parce que pour un employeur, il faut que tu t'imagines c'est quoi la grosse difficulté quand tu embauches quelqu'un. Il faut que tu saches, il faut que tu puisses évaluer des compétences que la personne a tout avantage à cacher. Donc, si par exemple, je suis un petit peu paresseux, que je coupe sur les coins, c'est pas quelque chose que je vais diffuser. Mais l'université, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, regarde, j'ai assis cette personne derrière des pupitres pendant 4 ans. Cette personne-là produit X ou Y, résultat. Elle est capable de suivre ces directives-là. Donc, tu peux te gager sur ma réputation de moi à l'université que cette personne-là est fiable. Si tu viens à l'université parce que tout ce que tu veux, c'est un diplôme après, ben dans ce cas-là, prends les cours les plus faciles. Prends les cours qui sont effectivement ceux que tu peux freerider. Mais si tu veux juste un peu plus de l'éducation, que tu veux cet avantage-là, parce que ce n'est pas mutuellement exclusif, tu peux vouloir l'avantage du papier, sinon, je veux dire, tant qu'à y être, fais juste suivre des cours sur Coursera. C'est pas vrai que Harvard est un substitut pour des Coursera ou Udemy ou des choses comme ça, mais quand tu vas à l'université, c'est que tu peux aussi croire que tu veux apprendre quelque chose, tu veux raffiner ta manière de penser. Puis dans ce cas-là, c'est là que avoir un prof qui est chiant, c'est pas chiant dans le sens déplaisant puis qui essaye de dénigrer les étudiants, parce qu'il y en a qui font ça. Puis ça, c'est pas productif. Mais il y en a qui sont demandants, exigeants. Ça, c'est les professeurs qui, je pense, ont un effet. C'est pas facile de l'être, mais ça nécessite, ces profs-là, généralement, là, puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris d'un autre prof, puis j'espère pouvoir réussir à faire ça dans ma carrière, mais ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois que tu enseignes, tu devrais être fâché de comment tu as enseigné. Parce que tu trouves que tu n'as pas fait la job comme il faut. Tu devrais constamment être frustré de la manière dont tu enseignes. Puis je te dirais qu'à chaque fois que je donne, par exemple, les cours d'économie mathématique, c'est toujours comme ça que je sors parce que j'essaie de montrer comment est-ce que je peux transférer le langage des maths en voici l'économie. Comment c'est juste, on essaie juste de simplifier ce qu'il dit en mots d'une manière un petit peu plus rigoureuse, mais différente. Puis comment je peux te faire déplacer entre les deux. Puis ça, là, c'est un effort constant que je fais, puis à chaque fois, je suis comme merde, je n'ai pas pensé à ça. Merde, j'aurais dû faire ça. Si je l'avais fait de même, ils auraient mieux compris. Ouais. Ça, là, c'est vraiment les meilleurs profs, puis c'est eux qui vont faire en sorte que les étudiants qui sont à l'université pour la bonne raison vont réussir. Puis non seulement ça, mais ces profs-là, quand ça va être le temps de donner des bonnes notes, des étudiants qui ont performé difficilement dans un cours, pas parce que eux, ils sont difficiles, c'est souvent les profs qui vont écrire des lettres vraiment exceptionnelles. Donc, moi, par exemple, j'en ai un qui a appliqué pour une maîtrise, puis je l'aime beaucoup, cet étudiant-là, parce qu'il travaille fort. Il est maladroit, il est un peu brouillon, mais je l'ai écrit dans la lettre, j'ai dit... On le salue. Je ne dirai pas le nom, là, mais j'ai écrit et j'ai dit, cet étudiant-là, ses notes ne reflètent absolument pas ses capacités intellectuelles. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'il fait des erreurs stupides au début du processus, puis il corrige très rapidement. Il est un peu brouillon au début. Puis, je l'expliquais, j'ai dit, ne vous fiez pas sur son bulletin. J'ai dit, je suis prêt. Puis, j'ai vraiment j'ai pris une journée, pas une journée, mais plusieurs heures à écrire une lettre pour qu'il soit accepté. Puis, il a été accepté à l'université parce que moi, j'ai fait ma maîtrise puis mon doctorat, qui n'est pas une petite université, c'est une bonne université, je suis très fier de le dire. Mais lui a été accepté justement parce que les profs qui sont capables qui sont vraiment concentrés à l'idée que tu acquiers un capital humain, pas juste un morceau de papier, ils vont s'arranger que si tu veux continuer, tes notes ne vont pas être une pénalité. C'est-à-dire qu'ils vont donner toute l'information possible qui va aider l'étudiant à réaliser son plein potentiel. Ça, c'est pour moi un bon prof. Ah, écoute, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Moi, le problème que j'ai toujours eu à l'université, ça a été toujours le suivant.
j'ai une difficulté de rester attentif. Fait que j'étais déplaisant dans une salle de cours. C'était mieux que j'y aille pas, honnêtement. Là. Puis j'y allais pas souvent, j'étais obligé de le dire. Mais en même temps, c'était des maths. Tu sais, je veux dire, pas besoin d'être en classe pour. Tu fais les exercices, Exactement. tu fais les exercices. Moi, j'étais le genre de gars, tu sais, tout le monde a pensé autant quand j'étais au cégep qu'à l'université. Tout le monde pensait que je me pognais de beigne. La réalité, c'est que je me pognais de beigne jusqu'à 2-3 jours avant l'examen. Je faisais absolument rien, je n'allais pas au cours. Ma dernière session universitaire, j'étais à aucun cours, j'avais trouvé une job. Je travaillais à temps plein comme actuaire pendant ma dernière session d'université. Même l'employeur m'avait dit, quand il m'avait engagé, il dit mais là, comment tu vas faire? C'est parce qu'on a besoin de quelqu'un tout de suite. Là, tu as appliqué, on voulait te rencontrer, mais je veux dire, ta session n'est pas finie. Oh, je ne vais même pas à mes cours. J'ai dit, pas un problème, tu peux m'engager, je ne vais pas à mes cours. Ouais, mais tes examens et tout, je vais aller aux examens, mais souvent, ils sont le soir, ça fait la même. Pas stressant, je peux faire les deux. Je ne vais pas à mes cours. Si vous m'engagez, je ne viendrai pas travailler. Mais le pire, c'est je pense qu'il avait saisi le moineau que j'étais un peu, mais l'affaire, c'est que, par contre, quand on était à 48 heures de l'examen, là, j'ouvrais les livres, puis on avait les corrigés pour des problèmes mathématiques. J'étais tellement tête de cochon. Là. Moi, je prenais un problème. Là. C'était 2 heures, 3 heures de temps avant que je commence à penser à regarder dans le corrigé. Puis je l'avais, la solution est là, elle est à terre. Il faut juste apprendre puis tu regardes. Là. Mais je ne veux rien savoir. Je vais aller me faire un autre café avant de checker le corrigé. Tu sais. Ouais, ben là, ça montre la mentalité que je pense qu'on est en train de perdre. Puis ça, on peut traverser à travers nos sujets là, qu'on voulait parler aujourd'hui. Mais tu sais, c'est que quand tu as rendu l'université comme parfaitement, largement dépendante, non plus des frais de scolarité, mais des subventions gouvernementales, tu perds un peu l'incitation des professeurs à essayer d'encourager certains traits de personnalité qui sont pertinents à la réussite de l'étudiant. Parce que ce qui est pertinent à la réussite de l'étudiant, c'est pas tant que, tu sais, par exemple, là, moi, je vais être honnête, là, Yann va peut-être voir l'exemple, je ne sais pas pour les auditeurs, mais moi, je ne suis pas un bon mathématicien. Vraiment pas, mais j'ai une intuition mathématique qui me permet de survivre, puis je sais où regarder. Puis ce qui va se passer, c'est que, j'ai l'outillage pour aller chercher où je cherchais l'information, puis quand le problème est là, il faut que je le résolve. Fait que, par exemple, juste il y a une couple de jours, j'ai gossé une demi-heure sur un problème d'économie. Puis j'avais oublié un truc comme ça s'appelle la décomposition des fractions. J'avais complètement oublié ça de mes mathématiques, pas mal élémentaires. Mais là, j'ai fait non. Ça, c'est une affaire que tu peux retourner voir. Puis la tête de cochon, l'effort, puis la capacité de solutionner, de comment créer une solution, ça vaut autant que de mémoriser la chose. Mais à toute fin pratique, j'ai plus confiance en quelqu'un qui va essayer de penser à une manière de régler le problème puis qui va piocher pour le régler, que celui qui a tout ce qu'il a fait, c'est mémoriser. Je ne suis pas capable de voir quelque chose dans juste la mémorisation. Tout ce que je vois, c'est le résultat que tu as produit, pas la manière que tu es capable de produire. Qu'est-ce qui arrive si à un moment donné, tu as une situation inattendue? Une université qui répond aux étudiants, aux besoins des étudiants de développer des talents créatifs, des talents comme ceux-ci, de travailler, d'ingéniosité, de persévérance. Ces choses-là, c'est quelque chose qui se développe et qu'il faut que tu mettes énormément d'efforts. Mais si ce que tu es assuré, c'est le même paiement parce qu'il y a une subvention gouvernementale qui va rentrer, bien, le prof ne va pas avoir d'intérêt à faire cet effort-là. Puis le meilleur exemple que je peux te donner de ça, ça vient d'Adam Smith. Adam Smith écrivait puis ça, les gens ne savent pas cette histoire-là, mais Adam Smith était écossais. Il enseignait à l'université de Glasgow. Puis il disait pourquoi est-ce que c'est l'université en Écosse, à l'époque, qui écrivait au 18e siècle, qui étaient les plus importantes de la Grande-Bretagne, puis strike that, de l'Europe au complet. Puis il dit c'est parce que, contrairement à Oxford et Cambridge, qui sont les deux autres grandes universités anglaises de l'époque, nous, les professeurs, sont payés en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivent dans le cours. Et c'était ouvert au public. C'est juste ceux qui payaient un frais plus élevé avaient le diplôme, mais les gens pouvaient payer 1 pence ou 2 pence pour venir écouter un lecture d'un professeur d'université. Et les profs, là, dans ces cas-là, étaient vraiment, vraiment incités à enseigner agressivement, à se concentrer le plus sur la qualité de la matière, alors qu'à Oxford et Cambridge, tu avais des endowments qui versaient un salaire au professeur de manière mécanique, indépendamment de la performance du professeur.
Alors, ce que tu avais, c'était des profs parfois à Oxford qui venaient juste lire le livre qu'eux avaient écrit. Ils le lisaient devant la classe. Donc, tu sais, ça montre à quel point les incitations comptent. Même dans un truc comme ma job à moi, je le vois fréquemment. Les profs qui ont, par exemple, des grants de recherche qui doivent acquérir du financement pour la qualité de leur recherche. C'est ceux aussi qui sont capables de connecter par accident leur recherche à leur enseignement. Mais parce que leur financement dépend de la qualité de leur recherche, bien là, ils s'investissent un petit peu plus dans la salle de classe ou ils sont capables de plus s'investir dans la salle de classe. Puis, en tout cas, ça revient à ce qu'on dit tout le temps, Vincent, c'est les incitatifs, le système incitatif. Mais tu vois comment certaines, je ne sais pas si on pourrait dire culture, mais en tout cas, selon certaines nationalités, tu as une approche vraiment différente. Tu parlais d'Adam Smith, on voit ici vraiment le côté, je ne sais pas si on peut dire écossais ou anglais, mais à une même époque, ou même peut-être même un peu plus loin dans le temps, en Allemagne et en France, il fallait avoir 12 étudiants par professeur. Pourquoi? Parce que le Christ avait 12 disciples. Et donc, mettons un gars comme Kant à l'université de Fribourg, lui, il avait 12 étudiants pour être comme le Christ. Ceux qui en avaient plus, c'était très mal vu. C'était très mal vu, là. Donc, tu vois que quand tu commences à faire rentrer des considérations comme les incitatifs, comme qu'est-ce qui est d'une certaine manière, qu'est-ce qui est utilitaire de faire, bien là, tu enlèves ce genre de considération-là un peu moyenâgeuse, puis ben, tu arrives dans un tout autre paradigme. Mais ça a duré longtemps, ce que je te raconte là. Les 12, j'imagine. Les gens ne le savent pas vraiment, mais c'est une anecdote drôle, là. Mais c'était très bien vu là, d'avoir, le professeur, il est là, il a ses 12 étudiants, puis c'est comme ça. Ben, deux choses. Premièrement, un commentaire sur la philosophie. J'ai un collègue qui s'appelle Jason Brennan, qui est un philosophe à Georgetown. Puis il m'a dit une phrase que je vais toujours me rappeler. Il dit I like my philosophy like I like my whiskey, preferably Scottish. Et j'ai toujours trouvé que c'était excellent parce que j'ai cette espèce d'aversion-là à toute philosophie continentale. Pour moi, si c'est britannique ou américain, c'est probablement un petit bout meilleur que Sartre, Camus ou Kant ou Kierkegaard ou peu importe les philosophes. Si c'est pas, if it's not Scottish, it's crap. Oui, mais ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que, puis ça, les gens peut-être le savent pas, mais les gens qui ont été à l'université le savent peut-être, là, mais quand tu vas, mettons, aux États-Unis, c'est les auteurs dont tu as parlé, là, Sartre, Albert Camus, tout ça, c'est pas des philosophes, ils appellent ça la French Theory. Ça, c'est de la littérature. C'est là-bas, mettons, pour étudier Jean-Paul Sartre, il faut que tu fasses un genre de master en littérature. Si tu fais de la philo, ça n'existe pas, là. Si tu fais de la philo, ben, tu vas lire des auteurs qui ont parlé de philosophie des sciences, des Karl Popper de ce monde, ce genre d'auteurs-là. Là. Ça va être plus ça qui est au centre du corpus. Ça devrait l'être. Karl Popper, Thomas Kuhn, des auteurs qui ont parlé de choses plus concrètes, on va dire ça de même, là, sans rentrer trop dans le détail. Mais tu vois vraiment, si je parlais de différences culturelles, mais tu vois que c'est vraiment quand même très marqué, même ce qu'on considère comme étant une discipline. Tu changes de pays, non, on ne sait pas de quoi vous parlez. C'est ça. Comme par exemple, en France, tu as certaines places où ils enseignent mettons, tu prends un cursus de psychologie. Et tu peux te faire parler de Freud, de Piaget, de tout ce que tu veux. Mais si tu vas dans une université américaine en psychologie, ils sont rendus très loin dans la neuropsychologie, psychologie expérimentale, psychologie du développement. Puis pour eux, Freud, Piaget, puis Henri Vallon, toutes ces affaires-là, c'est comme de la philosophie. Là. C'est pas vraiment c'est une autre époque. Là. Ben, écoute, ça montre encore une fois le rôle des incitations. Les universités dont tu parles, là, où est-ce que des Kant ou Kierkegaard étaient, c'était généralement des universités, ça, on oublie de souligner ça, c'était des universités souvent qui étaient des universités d'État. Et les grandes universités du 18e, 19e siècle sont généralement soit des universités religieuses, donc elles ont une vocation purement religieuse et elles ont une bulle pontificale, parce qu'on oublie que les universités reçoivent parfois des chartes du pape, mais ces universités-là étaient indépendantes de l'État. Par cette vertu d'indépendance, et donc par le lien de financement qu'ils devaient avoir par les étudiants, étaient beaucoup plus sensibles aux demandes des étudiants. Mais les autres universités, celles qui étaient privées, comme Glasgow, comme l'Université de la Virginie aux États-Unis, comme les collèges qui sont devenus Harvard, Yale, Princeton, c'était toutes des universités qui étaient dans la production de connaissances en concurrence pour attirer des gens
Donc, le mécanisme, c'était plus juste que tu devais ta, ta pitance à un seul patron, quelqu'un tu sais, qui est ton. Tu sais, quand je dis patron, c'est dans le sens de patronage, que tu avais une seule personne, puis cette personne-là était généralement un duc, un prince, un roi, un empereur. Tu avais ta pitance par une multitude de gens qui partageaient les choses que tu essayais d'enseigner ou l'importance ou qui valorisaient de la même manière que toi. Et il fallait que tu les convainques de donner leur argent. Et dans ce cas-là, ça change massivement la nature de l'université. Fait que, tu sais, quand tu dis la règle de 12 qu'il y avait dans ces universités, ça me surprend très peu, alors que dans les universités américaines, c'était quand même. Il faut se souvenir que les États-Unis au 19e siècle, c'est pas une place excessivement riche. C'est une place excessivement riche pour l'époque. Mais le nombre de gens qui allaient dans des collèges spécialisés, des collèges théologiens. Ah, c'était restreint. Non. Pour l'époque, c'était gigantesque. OK. C'était la société qui atteint les niveaux d'alphabétisation qui étaient incroyablement élevés. Puis ça, c'est pour une époque, on parle du 19e siècle, là, la littératie de manière massive, c'est un truc du début du 20e siècle. On oublie, par exemple, genre en 1900 au Québec, il y a encore à peu près 15% des gens qui ne parlent pas, qui ne savent pas écrire ni lire. Puis ça, on parle d'une des sociétés les plus. Le Québec était pauvre à l'intérieur du Canada, mais c'était une des sociétés les plus riches au monde quand même. Puis tu avais encore un gros 15% de la population qui ne savait ni lire ni écrire. Mais aux États-Unis, en 1850, à peu près 100% de la population blanche sait lire et écrire. Il y a bien sûr les esclaves qui ne savent pas lire et écrire à un très haut niveau, mais même juste après, quelques décennies après la fin de l'esclavage, tu vois des taux d'alphabétisation chez les Noirs américains qui excèdent ceux de plusieurs sociétés occidentales, en dépit du gros désavantage avec lequel ils partaient, ce qui t'en dit beaucoup sur le rôle d'un marché de l'éducation, puis l'importance que ça a, pas juste pour la production de connaissances, mais pour la transmission de celle-ci vers les gens qui essaient de l'acquérir. Oui. Parce que là, on parle bien de lire et écrire dans le sens juste écrire ton nom parce que, on dit souvent, on est une population d'analphabètes, par exemple, au Québec. L'analphabétisation est élevée, mais on parle vraiment de lire et comprendre un texte et non pas de savoir écrire ou de savoir lire. Ouais. C'est plus de base, ça. Là. Oui, bien là, ça, c'est les analphabètes fonctionnels là, qu'ils appellent ça. C'est ceux qui vont avoir de la difficulté à concevoir qu'est-ce qui est communiqué. Puis ça, c'est surprenant à quel point c'est plus élevé. Puis ça, c'est une des affaires qui me rend étrangement encore plus hostile à l'intervention de l'État dans l'économie. Parce que pense à juste le coût cognitif de gérer avec la réglementation. Pour un gars qui est juste un gars très manuel puis qui veut genre s'ouvrir une ferme, juste gérer la paperasse administrative que le MAPAC produit, c'est d'une complexité Vraiment. Que même des gens qui ont des doctorats ont de la difficulté à lire. Il faut vraiment que tu t'assoies. Quelqu'un qui est juste comme incroyablement brillant avec ses mains, qui a une intelligence organisationnelle incroyable, mais lui, tu viens de lui imposer une barrière à l'entrée dans une profession qui est absolument débile. Fait que, tu sais, quand les gens pensent à ça, c'est une des affaires que j'arrête de souligner, c'est que le coût cognitif uniquement de gérer avec les réglementations est largement sur le dos des gens qui sont plus à la marge de la société. Fait que tu leur fais plus mal qu'autre chose. Exact. Vincent, tu m'ouvres la porte grande là, parce qu'on a abordé l'aspect religieux, on a abordé un peu la situation du Québec. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Du grand rattrapage au déclin tranquille ». Je le résume brièvement, puis tu me corrigeras si je me trompe. L'idée, un peu centrale du livre, c'est que, ce qui nous a été présenté comme la Révolution tranquille, moi, quand j'étais à l'école, on m'expliquait que avant la Révolution tranquille, bref, les gens, ils vivaient pas dedans, complètement ignorants dans l'obscurantisme total. Donc, on parle de la Révolution tranquille, on parle de la période de quoi, 1960 à 1975-76. Yep. Mais bref, la thèse de ton livre, c'est que c'était pas une véritable révolution. En fait, la période que tu appelles le grand rattrapage, ça s'est passé un peu avant, donc dans le fond de 1945 à 1959 ou 60. Et c'est là où le Québec a rattrapé en grande partie son retard par rapport à l'écart de richesse qu'il y avait face aux autres provinces
canadienne. Puis j'ai tombé sur un petit article dans une publication sur le site qui s'appelle Le Québécois libre, dans lequel tu as fait une quote que j'ai trouvée intéressante. Tu disais étant économiste de formation, spécialisé en histoire économique, j'ai vite développé une grande insatisfaction à l'égard des livres d'histoire portant sur les deux périodes évoquées ci haut. La majorité de ces ouvrages ne fournissent aucune donnée chiffrée ni aucune statistique. Lorsque ces dernières sont présentes, elles ne sont pas appuyées sur une approche économique raisonnée par des faits historiques. Donc, quand tu t'es amené ça sonne comme moi, ça. Quand tu as commencé à t'intéresser à ce sujet-là, d'abord, comment tu t'intéressais à ça? Première question qui me passait par la tête. Puis deuxième question, c'est comment c'est vu dans le monde académique d'arriver avec, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une espèce de version revisitée d'un espèce de mythe, parce que veux pas, c'est comme un mythe fondateur là, au Québec, là, la Révolution tranquille. C'est presque. En fait, c'est notre mini-Révolution française. C'est quand tu parles aux Français, il y a même des gens qui te disent qu'avant la Révolution française, la France n'existait pas. Ils ont même fait tes écoutes parler, puis tu te dis, coudonc, c'est qui ça, la République? Ils sont toujours en train de parler de la République. Tu dis, tu es en train de me faire fâcher, là. Parce que je le sais, c'est ça mon but. Il faut que tu pognes les nerfs un peu. Bref, je t'en ai assez donné, je te laisse. Écoute, tu m'as donné de quoi. Premièrement, il faut que je fasse un commentaire sur la Révolution française. De toutes les révolutions, de tous les événements atroces qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, celui qui est le plus problématique, c'est la Révolution française. Non, les gens sous-estiment, mais premièrement, il faut rappeler que, là, on va faire une parenthèse là-dessus, il faut le faire. Mais la Révolution française a une importance incroyable dans la pensée des marxistes. Une pensée incroyable dans l'idée de la dialectique historique, que tu as une fin à l'histoire. Et la Révolution française est vraiment l'épiphanie qui mène à cette espèce de pensée-là. Et l'héritage que la Révolution française laisse en termes des gens qui veulent changer les institutions qui existent, c'est vraiment le plus important. Puis c'est un moment de départ incroyable relativement à l'autre tradition, parce que il faut se rappeler qu'au début de la Révolution française, il y avait une phase libérale, mais c'était un libéralisme différent de celui des Anglais, qui est que le changement doit être incrémental. Il doit quand même incorporer un peu du passé, parce que dans le passé, il y a des bonnes choses. Si ça a survécu aussi longtemps des institutions historiques, c'est parce qu'elles ont une valeur. L'idée de faire table rase de toute notre histoire, de tout notre passé, c'est généralement une idée qui a une sorte de romantisme à cause de la Révolution tranquille, à cause de la Révolution française. Et la Révolution française, juste pour cette raison-là, est absolument un des fardeaux les plus importants qu'on a dans notre héritage, en opposition à la Révolution américaine, qui est une révolution foncièrement conservatrice, qui a pour but de conserver un cadre institutionnel libéral face à un encroachment, je ne sais pas comment le dire en français, de la part de la monarchie anglaise, au moins dans la rhétorique. Donc, pour moi, la Révolution française, c'est un des pires événements qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Fait que fallait que je le dise, là, puis c'est quelque chose que chaque fois, je dois le dire. Puis les collègues sont toujours surpris. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on a... C'est comme si, je ne sais pas, l'intelligentsia québécoise de l'époque a essayé de faire un peu... Parce que ce qu'on sait de l'époque de la Révolution française, à l'époque, c'est surtout ce que des historiens comme Jules Michelet racontaient sur la Révolution française. Donc, ils ont créé une espèce de mythologie où, avant la Révolution française, tout le monde mourait, il n'y avait pas de conditions de vie, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis, les révolutionnaires sont arrivés pour amener la parousie sur Terre. Mais c'est un peu un genre de calque, ce qu'on a vécu. Là. La même chose avec la Révolution française. C'est la même chose, hein. Parce que l'idée, c'est que c'est comme s'il existait avant un monde absolument atroce qui doit être complètement éliminé, éradiqué, et que c'est seulement après qu'on rentre dans une sorte comme dirait dans presque un passage biblique, into clear, uplit sunlands. Où est-ce que c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est une sorte de dichotomie historique qui est présentée. Alors que généralement, quand tu regardes l'histoire, surtout avec la logique d'un économiste qui interagit avec les historiens, c'est difficile de voir des brisures aussi fondamentales que ça à travers le temps. Généralement, il doit avoir une sorte de transition qui se produit ou des forces annonciatrices à un certain degré. Et quand tu regardes, par exemple, l'histoire économique du Québec, puis tu regardes à quel point le Québec rattrapait le reste du Canada, il n'y a aucune brisure.
Il n'y a absolument aucune brisure. Le Québec continue. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que tu mets genre le Québec en pourcentage de l'Ontario. Tu prends le revenu des Québécois, tu le mets en pourcentage des Ontariens ou en pourcentage des autres Canadiens. De 1867 à 1940, il y a des hauts et des bas, mais ça reste pas mal à peu près autour de 75%. Il y a presque aucune, plus 65 en fait. Fait qu'il y a toujours un écart qui est là et il ne se referme pas. Oui, les Québécois deviennent plus riches dans cette époque-là, mais ils marchent à la même vitesse que les Ontariens. Maintenant, une fois que ça c'est dit, il faut souligner une chose. Dire que le Québec était le plus pauvre du Canada, alors que le Canada est une des sociétés les plus riches dans le monde, c'est quand même dire que le Québec était une des sociétés les plus riches dans le monde. Fait que, il faut quand même enlever un peu l'espèce d'adage que tout était noir avant. Il y avait quelque chose qui fonctionnait quand même au Canada et au Québec. C'est juste que quand on se compare au top de la classe, on n'était pas fameux, mais relativement à l'ensemble de l'humanité, on a très bien survécu. Deuxièmement, c'est que le ratio que je te parle, à partir de 1940, il commence à se refermer. Puis il se referme pas mal à la même vitesse à travers le temps. Puis il n'y a aucun changement significatif à 1960. En fait, le Québec continue de rattraper presque de manière monotonique. Il n'y a aucune brisure. Tu vois, aucune brisure, pas juste au terme du revenu, mais au terme de l'éducation. Même chose au terme du rattrapage des francophones relativement aux anglophones à l'intérieur du Québec. Tu vois en fait une continuité de un à l'autre. La seule brisure qui se passe en 1960, c'est vraiment le rôle de l'État. Mm-hmm. Mais quand tu regardes même plus granulairement, c'est pas le rôle, c'est pas 1960 la date importante, c'est 1957 avec les transferts, la création de la péréquation qui permet aux gouvernements provinciaux qui sont un peu plus pauvres de ne pas payer le plein prix de leur politique publique. Et c'est vraiment là que tu regardes, par exemple, les dépenses publiques en pourcentage du PIB. La croissance est plus ou moins constante à partir de 1957, donc sous Duplessis lui-même, et ça continue sous les autres règnes des libéraux, des petits partis québécois. Il n'y a pas vraiment une brisure significative qui se produit avec la Révolution tranquille. La Révolution tranquille est uniquement importante pour les historiens, pour les politologues qui voient l'action politique comme quelque chose d'absolument fondamental à leur vie. Mais en réalité, c'est parce que ça, c'est comme le résultat d'une politisation de notre histoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit l'histoire comme il y avait des forces conservatrices, il y avait des forces libérales, puis il y en a un qui était pour le changement, un qui était contre. Alors qu'en réalité, la division n'est pas là. Qu'en termes pratiques, les différences de l'époque n'étaient pas économiquement pertinentes. Et plus on creuse, plus ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui prenaient, lorsqu'ils écrivaient, avec rétrospective, parlaient d'une révolution tranquille, ont mis leurs lignes, ce qu'on appelle les fault lines, les lignes de division. Ils ont imposé leurs lignes de division contemporaine, en termes de division politique, sur le passé. Mm-hmm. Et parfois consciemment, parfois inconsciemment, parfois même c'était délibéré, mais quand tu regardes la perspective des gens de l'époque, c'était pas du tout là. C'était pas du tout un élément pertinent. Ce que tu veux dire, d'une certaine manière, c'est que il y a beaucoup de politologues ou d'historiens qui regardent le passé et qui voient l'explication des événements uniquement par le moteur, ou disons principalement par l'effet des actions du gouvernement ou disons des politiques publiques sur la société, alors que, pour citer un auteur dont j'oublie le nom, il racontait que on peut chercher dans le passé qu'est-ce qui a produit l'individualisme moderne. En réalité, en dehors de toutes les idéologies qu'on pourrait analyser, probablement que le fait d'avoir installé chez les gens l'eau potable, ça a peut-être produit beaucoup plus d'individualisme que n'importe quelle idéologie dans le temps, parce que là, les gens, au lieu d'aller avec les autres creuser, prendre de l'eau dans le puits au village, ils étaient chez eux et ils ouvraient la champlure. Fait que, en réalité, c'est un peu ce que tu racontes, c'est que les conditions économiques ont produit progressivement quelque chose en dehors de ce que le gouvernement pouvait raconter et faire. Oui, mais ça fait, je le dirais un peu différemment. On n'est pas loin, mais il y a une nuance qui est importante, peut-être juste pour moi, mais peut-être que je vais te convaincre de l'importance de cette nuance-là. Ce qui est gossant chez plusieurs historiens, puis là, je vais ouvrir
m'a conté une histoire que j'adore, puis je sais qu'elle est dans mon livre parce que c'est une des histoires les plus importantes. Il y a un historien du 19e siècle qui s'appelle Lord Acton, qui est un Anglais catholique, ce qui est très rare. Un Britannique catholique, là, tu crois ça, là, puis tu es comme « Wow, ça existe! » Mais lui avait écrit une réponse à un autre historien qui défendait les papes de la Réformation. Puis il faisait une défense un peu des papes. Puis l'historien dont je parle, Lord Acton, il dit il n'y a pas d'hérésie pire que celui qui détient le pouvoir se retrouve déculpabilisé de l'exercice de ce pouvoir. Au contraire, on doit les juger selon un standard nettement supérieur que celui qu'on s'attendrait de la personne ordinaire. Et c'est lui qui avait dit la phrase que tout le monde connaît, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt. Mais quand tu connais le contexte dans lequel il écrit, la remontrance n'est pas effectuée à l'égard des politiciens. Il est en train de la lancer à l'égard des historiens qui se laissent corrompre par des politiciens qui veulent leur place dans des livres d'histoire, qui veulent être rappelés comme des grands acteurs de l'histoire humaine. Et là, juste par vertu du fait que l'interaction entre l'historien et le politicien historique, c'est ce que le politicien veut, sa place dans un livre d'histoire. Il veut être à une place de prominence, d'être important, d'être rappelé comme ce grand individu. Et on l'excuse parce que c'est ça qu'il voulait. On lui donne un peu ce qu'il veut, même s'il n'est plus là du tout pour en prendre plaisir. L'effet que ça a, c'est que les historiens souvent se laissent influencer dans l'exercice d'écrire l'histoire. Et là, ils vont donner un rôle beaucoup trop large à un acteur. Alors que ça arrive parfois qu'il y a des acteurs qui sont importants, c'est pas ça que je suis en train de nier, mais c'est fréquent qu'on surestime le rôle de décision consciente des politiciens relativement au résultat des actions de milliers d'individus, de millions d'individus qui essayent de poursuivre leur bien-être à eux. Tu as une notion de psychologie là-dedans aussi, Vincent, parce qu'on le vit vraiment, n'importe quel vendeur va te le dire. Okay? Essaye de vendre une idée, un concept, un produit, un service, peu importe. Si tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un, l'outil le plus efficace, storytelling. Le storytelling est 100 fois plus efficace qu'un bon graphique bien expliqué avec une belle infographie. C'est un peu freak quand on y pense parce que l'infographie avec le beau graphique, c'est du data, c'est du réel, c'est du concret, c'est rationnel. Storytelling, c'est une façon d'habiller un peu les choses. Puis une bonne façon de faire du storytelling, ça te prend des bons acteurs. Tu as besoin d'un bon acteur dans ton histoire. Bien, de voir que c'est un peu ce qui se passe en histoire, on ne veut pas de mettre beaucoup d'emphase sur l'acteur qui a pris la décision plutôt que les milliers d'acteurs potentiels qui ont pris des millions de décisions. Ouais. Ben, ça fait une meilleure histoire de mettre l'emphase sur la personne qui a pris la décision. C'est le meilleur storytelling. Et parler de data en histoire, je te connais, je sais que ça se fait, mais c'est plutôt rare pareil. Ouais. En histoire, deux choses. La critique que je fais s'applique de moins en moins. Les historiens ont commencé à être de plus en plus conscients de cette erreur-là. Mais il y a aussi, je pense, une partie paresse intellectuelle. Parce que si tu veux juste analyser une personne, puis tu présumes qu'elle est si puissante, ça facilite massivement l'analyse. Tu n'as pas besoin de faire énormément d'efforts. Alors que quand tu utilises l'approche que moi je dois faire, c'est qu'il faut que tu ailles un modèle qui, avant de commencer, te dit quel genre de données il faut que tu collectes, que tu fasses des hypothèses. Puis après ça, il faut que tu ailles dans les archives, que tu cherches les données, que tu les ensembles. Puis après ça, que tu testes, puis que tu fasses la boucle de rétroaction, puis tu dis, OK, regarde, cette théorie-là, c'est pas la bonne pour expliquer le gros changement que je veux avoir. Fait que, tu sais, si, mettons, je suis intéressé à quelque chose comme pourquoi la révolution industrielle? Donc, regardez avec les grosses questions. Pourquoi la révolution industrielle en Grande-Bretagne? Pourquoi la révolution américaine? Pourquoi les rébellions de 1800? Des grosses questions difficiles que tu veux comprendre pourquoi tu as un changement. Pas un petit truc, pourquoi le ministre X a écrit une lettre à tel ministre. Un truc qui explique un changement important dans le zoom-out de 10 000 ans d'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce que la révolution industrielle se passe en Grande-Bretagne? Pourquoi elle ne se passe pas en France? Pourquoi la Grèce antique, ce n'est pas la première société à quitter le monde des contraintes physiques et qui est capable d'avoir assez d'innovation
pour que tu puisses vivre la même chose qu'on vit aujourd'hui, mais 1500 ans plus tôt. Pourquoi ça ne s'est pas passé? Ces grosses questions-là, qui sont des questions difficiles, ben, ça nécessite, de développer des approches analytiques qui sont très, très riches, que tu dois ensuite essayer de trouver des manières de les falsifier. Puis une fois qu'ils sont falsifiés, tu viens déterminer si une théorie est pertinente ou non. Puis si elle n'était pas pertinente, il faut que tu en trouves, il faut que tu en développes une nouvelle. Puis il faut qu'elle soit elle-même, de manière tout seule, là, sans même tester la théorie, c'est qu'elle soit cohérente par elle-même. Ouais. Ça, là, ça prend énormément d'efforts. Tu sais, je veux dire, j'ai passé cet effort-là quand je veux parler de l'histoire, c'est plusieurs années derrière des livres, de m'exposer souvent des manières de modéliser mathématiquement des comportements, juste pour simplifier, parfois de lire des trucs plus complexes. C'était énormément d'efforts. Ben oui. C'est pas facile, puis je suis encore moi-même souvent pas convaincu de mes propres explications. Mais c'est bien plus vendeur, Vincent. De dire que le roi était si important. Ben oui, mais si quelqu'un qui fait un livre pour expliquer pourquoi, dans les années 30, les Allemands se sont rangés derrière Hitler, c'est bien plus facile de dire c'est un fou, psychopathe, manipulateur, et puis il y avait une forme d'hystérie collective, que de dire, ben écoutez, il y a la défaite de la Première Guerre mondiale, l'humiliation allemande, il y a le fait que l'Allemagne n'avait plus le droit d'avoir une armée, il y a la cessation de certains territoires, il y a la crise de 1929, il y a X, Y, Z raison. Finalement, tu dis ça, tu te dis, ben, si ça n'avait pas été lui, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait un gros mouvement. Mais t'as encore pire que ça. C'est parce que c'est non seulement que tu dois considérer ce que tu vois, mais tu dois imaginer ce que tu ne peux pas voir. Oui, c'est ça. Ça a l'air con, là, mais ça, c'est une phrase que les économistes adorent. Le bon économiste, le mauvais économiste s'intéresse uniquement à ce qu'il peut voir. Le bon économiste s'intéresse à ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas. Fait qu'il faut que tu t'imagines ce qui aurait pu raisonnablement être. Fait que, mettons, tu sais, je me pose la question, pourquoi est-ce que les nazis sont venus au pouvoir? Ben, il faut essayer de déterminer un peu qu'est-ce qui limiterait la capacité des nazis, par exemple, d'arriver au pouvoir. Puis il y a un article scientifique, par exemple, qui a fait ça, qui soulignait que dans les endroits où tu avais plus de catholiques, parce que l'Église catholique est mieux organisée, que tu as une organisation qui est capable de faire contrepoids à ce mouvement-là, ben, tu avais une plus petite popularité des nazis. Mais là, ça veut dire qu'il faut que j'imagine un contrefactuel. Il faut que j'utilise, il faut que, dans ma tête, implicitement, ce que je viens de dire, c'est s'il y a plus de catholiques, il y a moins de nazis. Fait que ça veut dire qu'il faut que j'essaie d'imaginer un monde où est-ce qu'il y a plus de catholiques que de protestants en Allemagne. Puis il faut que je me commette à l'exercice empirique de voir si cette hypothèse-là est valide. Ça veut dire qu'il faut que tu collectes les chiffres. Ça veut dire qu'il faut que tu t'investisses dans des choses qui nécessitent un peu d'aller, imagine une sorte de petite île sur laquelle c'est toutes les choses que tu peux voir. Puis là, il faut juste que tu essaies d'ajouter un petit millimètre de plus dans l'univers de ce que tu ne peux pas voir. Ce qui aurait pu être, ce qui n'est pas déraisonnable, il faut que tu fasses ce petit exercice-là. Ça, c'est excessivement difficile parce que quand tu fais cet exercice-là, c'est là que la théorie est particulièrement importante. Il faut que tu te sers de la théorie pour te guider parce que sinon, tout ce que je peux faire, c'est faire comme du Monday morning quarterback. Je dis, qu'est-ce qui se serait passé si, mettons, ce dude-là avait échappé une tasse de thé cette journée-là, puis là, je peux aller dans l'hypothétique débile. Il faut que je m'impose moi-même des contraintes comme chercheur en disant, ben, la loi de la demande va toujours exister. Fait que si le prix augmente, les gens vont en faire moins. Écoute, tu te rappelles, dans le monde financier. Sinon, ça donne le livre qu'on voyait traîner dans les salles de bain de tout le monde il y a quelques années. Là, l'espèce de roman que, dans le fond, c'est Hitler qui est devenu un peintre finalement. Il était accepté aux Beaux-Arts. Exactement. Ça, c'en est de la fiction qui n'est pas basée sur aucune théorie. Là. Ah, ben, ça, c'est drôle. Ça te montre souvent. Puis le fait que les gens ont eu l'attachement à ce livre-là, qui était le fun à lire. C'est le fun des fois d'engager dans de l'imaginaire. Mais la popularité de ce livre-là en dit beaucoup parce que si tu connais juste un petit peu sur l'Allemagne de l'époque, tu en avais des mouvements nationalistes, tu en avais des nationalistes extrêmes qui voulaient certaines choses. Puis quand tu regardes les différentes histoires des jeunes moments du parti nazi, c'est loin d'être cette espèce de domination du personnage. Il y a des conflits internes et il y aurait pu avoir d'autres individus. Maintenant, est-ce que je peux savoir à quel point c'est important, mais c'est pas déraisonnable de croire qu'absent ce personnage, il y aurait quand même eu la même chose.
C'est-à-dire tu ne peux pas donner autant d'importance à un individu dans l'histoire. Tu peux dire qu'il a changé quelque chose, oui, mais tu ne peux pas dire que c'est à lui seul responsable de l'histoire. Parce que quand tu t'imagines, dans les années 90, le jeu Red Alert, parce que tu t'imaginais que tu étais Einstein, tu allais tuer Hitler, puis là, ça changeait le monde. Mais tu peux t'imaginer ça, mais dans l'univers du réel, c'est dur d'imaginer dans lequel tu n'avais pas des mouvements extrêmement d'extrême droite nationaliste en Allemagne, indépendamment du gars. Puis je vais vous ramener ça un peu je vais vous ramener ça dans nos années en finance. Ce que tu essaies d'expliquer, Vincent, je le trouve vraiment intéressant parce qu'on le vit tous les jours dans le sens. Tu sais comment Warren Buffett parle du marché. C'est toujours Mr. Market. Il y a une raison pourquoi Buffett utilise cette formule-là. Puis à peu près n'importe qui en finance fait la même chose. On va toujours parler du marché comme le marché étant une entité. Alors qu'en réalité, on sait c'est quoi le marché. Le marché, c'est un grand centre d'achat. C'est un centre d'achat où est-ce qu'il y a des acheteurs, des vendeurs, puis il y a des milliards de transactions qui s'effectuent dans une journée. By the way, 90% qui sont rendus faites par des robots. Mais c'est ça le marché. Mais Mr. Market, le marché. Aujourd'hui, le marché a monté de temps parce que le marché a décidé que le discours de Joe Biden était bon. Tu peux prendre cet article-là puis le sacrer au vidange. Je ne perds pas 2 secondes à lire ça, c'est tout de la bullshit. La game, c'est vraiment que c'est difficile de conceptualiser que des millions d'individus vont faire des milliards de transactions tous ensemble. Ça va donner un genre de melting pot, puis une genre de direction, puis un trend qui va s'établir sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis quand on va revenir dans le passé, on va être capable d'identifier qu'est-ce que le marché à ce moment-là avait vu ou avait anticipé, si on veut, d'une certaine façon, sans en être sûr. Mais ça s'explique super bien dans le passé. Sauf que dans le présent et dans le futur, c'est du gros n'importe quoi. Mais de personnaliser Mr. Market, qui a toujours été la force de Warren Buffett pour expliquer ou vulgariser les choses au monde, on voit c'est quoi le besoin des historiens d'aller dans cette direction-là. C'est que le grand public a besoin de cette simplification-là pour essayer de comprendre les choses. Par contre, on s'en rend compte, c'est qu'on peut échapper beaucoup de bonnes choses parce qu'on n'est pas capable de conceptualiser qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas. Écoute, ce que tu dis, là, j'adore ça parce que il y a une sorte de truc que j'ai développé à travers le temps pour savoir. Là, tu sais, OK, on va faire une distinction ici. Là. Le commun des mortels qui aime ça juste écouter de l'information, je ne lui demande pas d'être conscient de la distinction que je suis à veille de faire. Mais les gens qui essayent de communiquer des idées aux autres, premièrement, on peut débattre du rôle des intellectuels dans la société, là, ça c'est une autre affaire. Mais mettons que je parle des intellectuels. Je suis capable de savoir la profondeur d'un intellectuel presque automatiquement en fonction de comment il parle du marché. J'utilise le mot le marché par défaut qu'il n'y a pas d'autres termes que les gens comprennent ce que j'essaie de faire référence. Mais en réalité, la manière dont les gens le voient et la manière dont moi, on parle de la même chose. Verbalement, on parle de la même chose, mais la manière dont moi, je le vois, ça n'a jamais été celle, puis la part des économistes font cette distinction-là, c'est que le marché, ce n'est pas une place, ce n'est pas un endroit de rencontre, c'est une sorte de résultat d'interaction, de multiples millions d'interactions, puis il n'y a pas un plan derrière ça. Ce n'est pas comme si on avait décidé que le prix des téléphones, c'était X. C'est le résultat de gens qui disent, ben, j'ai telle et telle option, je vais choisir cette option-là. Cette option-là, c'est celle qui m'offre le meilleur rendement. Parce que je cherche mon intérêt, j'ai choisi cette option-là. La personne qui a décidé d'échanger avec moi aussi a fait cette même option-là. Puis le résultat des prix, la constellation de prix que tu observes, puis quand j'ai une constellation, c'est vraiment une constellation. Tu as des prix qui reflètent les préférences de milliards d'individus. Puis ces préférences-là ne sont pas fixes à travers le temps, elles changent constamment. Les contraintes changent constamment. Quand tu dis le marché comme si c'était un truc, c'est comme si j'essayais de compresser l'univers dans une photo. Je dis, voici toutes les galaxies, voici les constellations, voici toutes les étoiles, et voici une photo de l'univers. On comprend c'est quoi, mais c'est pas comment toi, tu es en train de le dire. Puis souvent, tu vas l'entendre quand ils vont faire les subséquences. Bien, là, on sait, c'est ces individus-là qui ont trop de pouvoir. C'est comme... Là, tu vois là, que les raccourcis ont commencé à apparaître, la manière dont on peut conceptualiser le marché. Puis, c'est pas que ça enlève quoi que ce soit, parce que j'en ai des collègues de gauche qui sont
Puis pour moi, le critère, c'est pas gauche-droite, c'est profondeur de l'argument. Il y en a des collègues de gauche qui sont conscients de ce que je dis, mais eux, ce qu'ils vont en fait l'emphase sur, c'est le fait qu'il y a des gens qui ont peut-être accès à plus d'informations que d'autres. Il y en a qui ont un certain pouvoir, qui sont capables d'abuser parce que les gens ont moins d'options. Puis ces éléments-là sont analytiquement plus valides et donc peuvent être engagés avec, alors que les autres qui ont une sorte de vue holistique de la société, puis aussi, il y a une autre affaire qu'ils vont souvent dire, ces gens-là, c'est ah ben, il y a des mentalités capitalistes, puis il y a des mentalités pré-capitalistes. Les anglo-saxons, puis tu as les autres. Ouais. Cette espèce de division de l'univers qu'il y a, c'est là que tu vois que ces gens-là ne comprennent pas c'est quoi la nature humaine. Puis ils essayent de. Ils pensent que la culture, c'est excessivement important. C'est pas que c'est pas que c'est sans importance, mais c'est comme si pour eux, c'était une sorte de variable qui arrivait en premier. Alors que non, la culture, c'est pas une variable qui arrive en premier. L'individu est toujours le même, indépendamment de sa culture. Tout ce qui change de place en place, c'est les contraintes, les prix, les choix, les options qui sont disponibles. Mais la manière dont la personne pense a toujours été la même. L'être humain est une créature fondamentalement qui cherche à maximiser son bien-être, qui essaie de faire le mieux possible de son environnement. Puis ça, c'est un cadre universel d'analyse. Puis quand tu dis que c'est une culture qui explique ça, ou que c'est le marché, ou que c'est la société anglo-saxonne, ou que c'est le capitalisme à l'anglaise, ou le capitalisme à l'américaine, ou toutes ces espèces de termes-là qui sont souvent sortis dans le monde universitaire. Capitalisme sauvage, Vincent. Ouais. Oui, mais toutes ces choses-là, c'est que ça te montre qu'il y a une incompréhension de la nature de l'interaction humaine. Puis mon propos à moi, c'est ça qui me gosse, c'est que j'essaie de le dire souvent, même à des gens, t'en as de la droite qui ont cette vision-là, puis ils vont dire « Oui, c'est super, le capitalisme à l'anglaise. » Ça n'existe pas, ces choses-là. C'est juste des individus qui font des choix dans différents cadres institutionnels, point barre. Mais je vais mettre un peu des mots différents sur ce que tu es en train de dire. Peut-être des fois, quand on dit des choses d'une autre manière, ça aide les gens à comprendre. Tu disais, tu mettais en opposition un peu gauche-droite là-dedans. Ça ne résume pas tout, mais ça résume quand même une bonne partie de la problématique. C'est-à-dire que quand tu vas chez des auteurs de gauche, puis peu importe la discipline que tu vas prendre, tu as souvent cette vision-là que j'appellerais essentialiste. C'est-à-dire que quand tu es plus, disons, à droite, prenons ces mots-là parce que c'est plus facile à comprendre, la brique de base de ton analyse, là, c'est l'individu. Quand tu es plus de gauche, la brique de base de ton analyse, c'est des espèces d'entités qui, en réalité, n'existent pas. La bourgeoisie, le marché, les classes sociales, la révolution avec un grand R puis un grand La. Bon, ben, ces choses-là, là, dans leur tête, tu as dit tout à l'heure le mot holiste là, ou holistique, là, c'est ce que ça veut dire, c'est que le tout est plus important que la somme des parties. Donc, la bourgeoisie, tu sais, eux autres, ils vont te dire, oui, mais la bourgeoisie, tu as l'affaire. Là, tu te dis, oui, mais c'est quoi ça, la bourgeoisie? Moi, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui a l'air d'être un bourgeois, c'était pas une mauvaise personne. Oui, mais individuellement, non. Mais la bourgeoisie, comme telle, a une intelligence collective. Là, tu te dis, non, ça, c'est l'essentialisme. Ça, on est dans la métaphysique. Là. On n'est plus dans l'analyse rationnelle de la réalité. On est dans des abstractions. Puis, je veux juste terminer avec ce parallèle-là. Je parlais dans mon livre sur la décroissance, de comment cette mentalité-là, elle était aussi au cœur de la décroissance. Quand eux, ils vont dire, par exemple, les économistes pensent que, ou l'économie politique pense que une croissance finie dans un monde fini est impossible. Puis là, tu te dis, bon, ben, allons-y dans la réalité. Prenons plein d'économistes. Prenons au hasard Schumpeter. Prenons Adam Smith. Prenons Hayek. Prenons qui vous voulez. Puis là, tu vas toutes les voir. Tu te dis, ben, quand je regarde le corpus théorique, il n'y en a pas un qui a dit ça nulle part. En fait, le seul que tu trouves qui a quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ça, c'est des personnages obscurs qui ont été conseillers de présidents. Puis, tu sais, même encore là, il faut que tu tweaks leurs propos pour leur faire dire ça. Puis, alors que tu dis, ben, pratiquement tous les économistes ont réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné quand tu passes de croissance immatérielle basée sur les services et les produits, par exemple, technologiques versus la croissance purement matérielle basée sur l'industrie. Puis là, tu te dis, en réalité, vous parlez de choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que vous faites de l'essentialisme. Vous avez décidé que l'économie, ça veut dire quelque chose.
vous avez décidé que le marché, ça veut dire quelque chose, pour reprendre ce que vous venez de dire, et vous avez décidé que finalement, les économistes, c'est une catégorie qui veut dire quelque chose, alors qu'en réalité, tu as un ensemble d'économistes que tu pourrais mettre côte à côte. Oui, ils vont peut-être partager certains a priori ou certaines façons de voir le monde, mais en réalité, il n'y a presque aucun dénominateur commun que tu peux mettre. Tu peux dire, ben, voici, à cause de tous ces points qu'ils ont en commun, on peut en faire une catégorie qui est presque immatérielle, puis ça va tout expliquer. Là. En réalité, tout ça n'explique rien. Là. Mais sans le savoir, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est vraiment important. Il y a effectivement une corrélation entre la simplicité de l'axe gauche-droite et à quel point tu pars de l'individu vers le collectif ou du collectif vers l'individu. Généralement, le collectif vers l'individu est effectivement corrélé avec des vues de gauche et de l'individu vers le collectif, c'est généralement avec des gens de droite. Mais l'affaire, c'est que cette corrélation-là est quand même si elle est là, elle est faible. Parce que tu as énormément de gens de gauche qui ont le même cadre d'analyse que moi, c'est juste qu'ils ont des points d'emphase différents ou ils ont des arguments empiriques qui diffèrent des miens. Je te dirais que ces gens-là de gauche, c'est généralement ceux avec qui j'ai le plus grand plaisir de discuter parce que c'est des gens qui ont une profondeur analytique, puis qui sont capables d'engager sur les mêmes termes que moi. Mais c'est surtout qu'ils reconnaissent qu'une société est par définition hétérogène. C'est-à-dire que tu as plein de gens différents. Puis dès que tu acceptes ça, ça devient pas mal plus facile de discuter. Ceux qui me font plus peur, en général, c'est ceux qui ont des visions homogènes de la société. Puis ça, c'est des gens qui sont, je pense, c'est là les idéologies qui sont les plus dangereuses. Parce que ça, c'est ça qui m'énerve un peu des fois. Puis peut-être parce qu'au Québec, la corrélation est peut-être plus forte, elle apparaît plus forte, donc on s'engage davantage devant en gauche-droite. Mais la raison que plusieurs gens de gauche, que j'aimerais avec une bonne partie de la gauche québécoise, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce discours de l'homogénéisation de la société, où est-ce que c'est les classes, les groupes, les aspects de la société civile, les entreprises. Alors que cet aspect homogénéisateur qu'ils ont, c'est généralement la base. Puis ça, c'est n'importe... Puis c'est drôle parce que souvent, c'est les mêmes gens qui vont citer des Hannah Arendt, qui vont dire l'unité, puis ils ne voient même pas la contradiction dans leurs propos puis leurs croyances, qu'ils sont en train, justement, qui détiennent des vues qui, sans être nécessairement explicitement totalitaires, ont des petites tendances vers le totalitaire, vers l'autoritaire, parce que tu fais abstraction de l'individu et de ses nuances. Si tu s'en viens à penser en termes de race, de groupe, de classe, tu fais abstraction de tellement de choses que ça devient facile d'avoir des solutions simplistes. Alors que quand tu pars de l'individu, c'est difficile d'arriver à ces solutions-là parce que tu es comme forcé d'analyser que, OK, voici le cadre universel d'analyse, mais là, tout ce que je vais changer dans ce cadre-là, c'est les périmètres pour certaines personnes, puis qui résultent à des choix différents pour certaines personnes, mais au final, je n'arrive pas à une réponse homogène, j'arrive à une réponse qui est généralisable, mais qui n'est pas homogène. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas que tout le monde, quand la taxe augmente de 3 tout le monde augmente son offre de travail, baisse son offre de travail de 1 Non, il y en a qui vont baisser très peu, il y en a qui vont baisser plus. La pire affaire que j'ai entendue pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est par exemple, les féministes vont nous arriver et vont nous dire il manque de femmes en politique. S'il y avait plus de femmes en politique, la politique serait faite avec plus de cœur, puis blablabla. Ça ne veut rien dire, ça. C'est tellement homogénéisateur. Vraiment, je vais faire une joke que je fais tout le temps. Moi, je ne veux pas plus de femmes en politique, je veux moins de gens en général en politique. Indépendamment des genres. C'est la joke que je fais avec tout le monde. Puis c'est généralement la joke que les gens voient un peu mes a priori personnels. Mais cet exemple-là est vraiment parlant parce que tu présumes qu'il y a une homogénéité du groupe. Tu présumes qu'il y a une essence de ce que c'est qu'une femme. Exactement. Oui. Puis tu vas même jusqu'à dire que les hommes sont fondamentalement mauvais, les femmes sont fondamentalement bonnes, puis il faudrait remplacer des hommes par des femmes. Je veux dire, un moment donné, tu es là, tu te dis, aïe, aïe, je veux dire, on connaît tous des tireuses d'assiettes, on connaît tous des gars qui sont purement imbéciles. Je veux dire, c'est pas vrai que toutes les femmes sont bonnes puis tous les hommes sont méchants. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ça. C'est là, je pense, la grande division de notre époque. Puis je le dis souvent aux gens, j'ai arrêté de voir la division comme gauche-droite
dans ma tête. Puis, c'est parce que les mots, des fois, sont difficiles à communiquer, parce qu'une personne a un vocabulaire Y, moi j'ai un vocabulaire X. Puis ce que j'essaie de communiquer nécessite une plus longue discussion des fois. Mais dans ma tête, c'est plus maintenant gauche-droite, c'est libéral et anti-libéral. Ouais, Puis ce qui est étrange, c'est que je me retrouve souvent du même côté de la clôture dernièrement, dans les dernières 10 ans, je te dirais, que des gens de gauche social-démocrate, ou même, tu sais, beaucoup plus à gauche, qui sont très écologistes, qui ont des visions différentes de moi, mais parce qu'ils ont un instinct libéral dans leur conception de la société, je les trouve comme, écoute, notre différent est presque juste empirique. C'est un truc de chiffres, de prémices, mais tu sais, la différence substantive est comme. Ouais, c'est pas des petits dictateurs en puissance. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Puis ce que je suis en train de dire, c'est qu'écoute, on a un désaccord sur, mettons, l'ampleur de l'État dans la société, mais fondamentalement, on comprend qu'il peut avoir des. Que l'État peut être. Il peut être trop gros, il peut être trop petit. Moi, je dis qu'il est généralement trop gros, puis je dirais que le point optimal, mettons, je sursimplifie, là, parce que je ne suis pas vraiment à l'aise avec ce concept-là, mais mettons, je dirais que l'État parfait, c'est comme 10% de l'économie, puis l'autre va dire, 40%, c'est correct. C'est juste un débat, à fin pratique, c'est le même concept qu'on accepte, on a les mêmes bases de départ, puis après ça, on s'ostine sur la forme du. C'est ça. Mais l'autre bout, qui est le bout anti-libéral, ça, c'est là que ça recoupe bien plus large. Ça inclut de la gauche radicale, de la droite raciste, ça inclut un mouvement de gens qui veulent simplifier la société à l'égard de groupes, que tu essaies d'éliminer la chose, puis que ton but, c'est soit que tu dois changer la société par le haut, par des gens qui ont du pouvoir, par utiliser des moyens excessivement lourds. Et c'est ça, c'est le dénominateur commun. C'est pas qu'ils ont cette espèce de vision de l'individu, l'hétérogénéité de la société. C'est des groupes, des guerres de culture, des clashs civilisationnels. Et là, c'est vraiment dans ces idées-là, tu as la même germe d'antilibéralisme qui leur est commun. Fait que, par exemple, moi, quand je vois au Québec, d'un côté des gens comme, par exemple, Émilie Nicolas, et je vois de l'autre côté Alexis Cossette-Trudel ou, voyons, c'est ça son nom? Oui, t'es correct. OK, c'est ça son nom. Pour moi, s'ils ont une différence en termes de. Eux voient clairement une différence entre les deux. Moi, je les mets dans la même famille d'antilibéralisme, c'est-à-dire une opposition à l'idée que on doit regarder les personnes sur la base des individus. Que ce qui est important d'analyser, c'est le cadre institutionnel dans lequel les gens font des choix, que le rôle des incitations est crucial et que tu ne peux pas commencer l'analyse de quoi que ce soit à partir des groupes. Que tu dois être fondamentalement toujours commencer de la racine même de la société, c'est-à-dire l'individu. Tu ne nies pas la société, c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire que quand tu commences, tu dis c'est quoi la seule place par laquelle tu peux commencer? L'individu. Tu ne peux pas commencer par le top. Prenons un exemple bien simple de ça, là, puis on va le résumer bien court. D'un côté, un raciste. Lui, il n'aime pas quelqu'un parce que sa couleur de peau ne lui plaît pas. Moi, j'aime pas tous les individus qui sont noirs. C'est comme ça qu'il pense dans sa tête. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, tu as l'anti-raciste institutionnalisé que lui, il pointe du doigt l'homme blanc qui porte en lui cette espèce de stigmate-là parce qu'à cause de sa couleur de peau, il est foncièrement raciste, il n'aime pas les autres, il exclut tout le monde de manière systémique. Bon, ben, je ne rentre pas dans tous les détails, mais dans les deux cas, on a une vision du monde où ce qui prime, c'est l'appartenance à un groupe. Dans les deux cas, c'est basé sur la couleur de peau. Et dans les deux cas, ça ne fait aucune distinction entre les individus là-dedans. Mais ça se peut que j'aime pas cet individu-là pour la personne qu'il est et non pour sa couleur de peau. Ça se peut que j'aime cet individu-là pour ce qu'il est et non pour sa couleur de peau. Ça se peut que j'aime certains individus. Ça se peut qu'il me soit indifférent, etc., etc., etc. C'est tout ça pour dire qu'au bout du compte, comme tu dis, quand tu analyses la société juste en fonction des groupes et des groupes essentialisés, tous les hommes blancs sont comme ça, tous les gens de couleur sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, toutes les noirs sont comme ça. Au bout du compte, tu te ramasses avec une vision du monde extrêmement simpliste, là, où tout est expliqué par des
des catégories très générales qui, quand tu vas dans le particulier, tu te dis, ben, finalement, ça ne s'applique pas du tout à la réalité Tellement, si on l'analyse. en fait, il y a une phrase magique pour ça, tellement générale qu'elles ne sont pas généralisables. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais puis en plus, c'est que souvent, ces gens-là, ils ne réalisent pas que les outils. En fait, regarde, je vais donner l'exemple. Les gens qui parlent de racisme systémique, leur prémisse est qu'il y a effectivement des différences socio-économiques qui semblent avoir des lignes des lignes de division sur, effectivement, par exemple, les lignes raciales. Et là, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est une intention d'un groupe relativement à l'autre groupe. Mais moi, comme économiste, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin, par exemple, d'une série de petites corrélations entre les comportements des individus qui mènent à un résultat. Donc, par exemple, qui commet les crimes? Généralement, les gens plus pauvres. Right? Fait qui, par exemple, a le plus de chances d'avoir des interactions violentes avec la police? Des gens qui sont plus pauvres. Et aux États-Unis, c'est corrélé avec le caractère racial. Mais mon explication ici, ce n'est pas la race. L'explication, c'est le fait qu'il y a une pauvreté qui est endémique. Fait que, tu sais, je viens d'expliquer un comportement social qui a une division très forte entre les groupes, mais je n'ai pas utilisé un cadre de groupe, j'ai utilisé un cadre individuel. L'individu qui a peu de moyens est probablement une plus grande propension à commettre des crimes. Mais ma réponse dans ce cas-là est beaucoup plus simple, c'est qu'est-ce qu'on fait comme politique publique, par exemple, qui les rend plus pauvres et qui a un effet démesuré sur eux relativement aux membres de l'autre groupe? Ben, c'est quoi la liste des politiques publiques aux États-Unis? La guerre contre la drogue, qui a un effet d'incarcérer trop de gens. D'incarcérer trop de gens, de limiter leur croissance de leurs revenus une fois qu'ils sortent de prison, de baisser leur niveau de revenus une fois qu'ils sortent de prison pour des crimes qui sont triviaux. On a des salaires minimums qui sont trop élevés, qui leur limitent l'accès à un premier emploi. On a une discrimination fiscale aux États-Unis parce que tu regardes les taux marginaux d'imposition sur le prochain dollar que tu gagnes. Bien, il y a comme une bulle entre 10 000 et 30 000 aux États-Unis, puis même un moment dans cette bulle-là où est-ce que ton taux d'imposition est plus que 100 %, ça veut dire que l'extra dollar que tu as gagné, ben, tu en as perdu plus qu'un dollar. C'est d'un ridicule, mais on avait ça au Québec pendant un temps. Hein? Je ne sais pas si tu te rappelles de Luc Godbout quand il a sorti son affaire de bouclier fiscal. Il y avait, quand on regardait les courbes de la Ferrière, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en conseil financier, il y avait des situations pour une femme monoparentale de 2-3 enfants. C'était mieux de rester à 20 000 que de monter à 30 000. Exactement. Elle perdait de l'argent à le faire. Ils ont corrigé la situation. Il n'y a plus de situation présentement, à moins peut-être que si c'était 7-8 enfants, ça peut peut-être arriver. Là. Mais les situations normales, il n'y a plus de situations comme ça grâce au fameux bouclier fiscal, semblerait-il. Sauf qu'au lieu d'avoir 105 % de taux d'imposition marginal, puis on incluait les crédits d'impôt, les chèques, ainsi de suite, il n'y a plus de 105 %, ça n'existe plus. Le plus haut qu'on va, c'est 90. Mais tu sais, je veux dire, rentrer travailler plus souvent ou faire du temps supplémentaire pour 10 % de ta paye, il n'y a personne qui veut faire ça. Ben oui, mais ça, ce que ça fait, c'est que comme tu as un gros jump entre les deux, des efforts qui vaudraient la peine que les gens veulent faire, ils ne vont pas les faire. Puis tu leur enlèves des options. Mais remarque ici, encore une fois, je n'ai pas utilisé la logique de groupe. J'ai parti des choix de l'individu uniquement. Puis le fait que peut-être il y a des politiques publiques qui enlèvent plus d'options aux gens d'un certain groupe parce que c'est corrélé avec la condition d'une politique publique. J'ai juste utilisé des incitations, mais je suis capable d'expliquer. C'est ça qui arrive souvent, c'est que, puis ça, je n'ai jamais caché vraiment ça, j'ai des réflexes d'un ancien gauchiste où est-ce que je valorise beaucoup des fins que la gauche veut, mais je déteste les moyens. Je les trouve absolument méprisables. Puis je déteste la manière qu'ils en viennent à analyser la société. Mais au final, qu'est-ce que je veux? Je veux moins de violence. Je veux que les gens qui sont à la marge de la société ne soient plus à la marge de la société, qu'ils aient accès à un set d'opportunités plus grand. Je veux qu'il y ait une mobilité sociale. Je ne veux pas protéger des gens en fonction de leur statut dans la société. Je ne veux pas qu'il y ait des privilèges. Je veux une société de droit qui n'apporte pas de stigmate par vertu d'être membre d'un groupe ou un autre. Mais au final, quand c'est le temps de faire les politiques publiques,
ben, je pars d'une prémisse de l'individu, c'est est-ce que l'État fait quelque chose présentement dans la manière dont les politiques, peut-être même pas par intention, mais parfois par accident, qui a un effet disproportionné sur un segment de la société plus qu'un autre, puis que ça façonne davantage les incitations des gens dans le groupe A que dans le groupe B. Mais là, j'ai toujours, encore une fois, parti de l'individu. Puis quand tu analyses ça comme ça, c'est pour ça que souvent, je me retrouve à discuter avec des économistes américains ou des sociologues américains qui sont plus à gauche. Puis au final, notre débat, ça va être comme, moi, je vais dire, salaire minimum a un effet très pervers. Eux vont dire, je ne pense pas qu'il y a un effet pervers parce qu'il y a tel mécanisme qui fonctionne contre ce que tu dis. Puis au final, notre débat, c'est, ben, est-ce qu'il devrait avoir des subventions au salaire au lieu d'une certaine chose comme ça, ou est-ce qu'il devrait. Ça devient un débat, plus du tout sur l'intention ou la manière d'approcher la question, ça devient un débat de moyens. Alors que l'autre bord, cette espèce de tentation-là qui est, il faut qu'on analyse sur le groupe, puis quand ça ne marche pas, c'est là que ça devient inquiétant de eux, c'est qu'ils ont cette espèce de pulsion de vouloir imposer. Puis ça, c'est ça qui me rend toujours mal à l'aise, puis j'ai toujours la tendance de garder vraiment le plus loin possible de moi les gens qui ont ce réflexe de penser de la société vers l'individu, indépendamment de l'idéologie, parce que tu peux te retrouver avec les mêmes tendances autoritaires de ce mouvement-là, tandis que les gens qui partent de l'individu ont une certaine imperméabilité aux tendances autoritaires parce que tu pars de l'individu, tu valorises l'individu. Puis ça fait que des fois, il y a des anarchistes de gauche avec qui je m'entends super bien parce qu'au final, ils partent de l'individu, mais ils haïssent les entreprises, ils haïssent les corporations, ils haïssent le pouvoir corporatif, ils haïssent la moralité de la consommation. Mais c'est juste, au final, c'est des valeurs différentes, c'est des moyens différents qu'on valorise. Mais ils n'ont pas cette pulsion autoritaire-là, puis ça fait que c'est des gens absolument plaisants à parler. Puis généralement, je te dirais qu'il y a aussi il y a quand même une couple d'études cognitives sur ça, sur l'idéologie et le bien-être personnel. Généralement, les gens qui ont des visions moins... Puis là, c'est pas gauche-droite, là, c'est vision... Puisqu'il y a des scales de valeurs qui sont autoritaires versus... Ça, c'est un gars qui s'appelle Guido Tabellini, qui travaillait là-dessus, puis c'est un gars de LSI, une bonne université. Je suis un peu biaisé. Mais il fait un axe en fonction de les valeurs autoritaires et les valeurs individualistes. Et ce qu'il remarque, c'est que le niveau de bien-être, donc quand tu rapportes ton bien-être, c'est est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous vivez? Les gens qui se disent avoir, même dans des sociétés très libérales, donc tu essaies d'enlever le rôle des institutions puis de l'environnement autour, les gens qui ont des visions du monde qui sont moins autoritaires sont généralement plus heureux. Puis je peux très bien voir pourquoi, parce que tu en viens à accepter la complexité du monde puis à voir un peu des choses qui ne sont pas facilement visible, puis tu es un peu obligé, puis ça, c'est peut-être par accident, tu es obligé d'empathier, d'avoir une empathie avec la personne à côté de toi. Parce qu'il faut que j'imagine c'est quoi ses choix à elle comme personne. Il faut que j'imagine c'est quoi ses contraintes à elle. C'est quoi qu'elle essaye de maximiser. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui l'intéresse qui est différent de moi. Peut-être qu'elle est plus spirituelle, peut-être qu'elle est plus financièrement ambitieuse, peut-être qu'elle est plus family-oriented, mais elle a des préférences, des contraintes différentes, des choix donc qui sont différents. Mais parce que je suis obligé de conceptualiser ce qui est important pour elle, je suis comme obligé de pratiquer l'empathie. Puis à force de devoir la pratiquer, cette empathie-là, tu es comme forcé de reconnaître que tu fais l'exercice de la vertu à toute fin pratique, puis tu le pratiques, puis tu le pratiques, puis tu le pratiques. Puis là, tu en viens un peu à plus facilement à être heureux. Puis je te dis que quand j'ai lu cette étude-là de Tabellini, ça m'avait pas mal, ça avait fité. Peut-être que là, je suis en train d'avoir un complete confirmation bias, donc que je suis en train de confirmer mon prior, mais que j'ai toujours vu mes amis qui ont des visions plus individualistes du monde comme des gens très heureux relativement aux gens que je connais qui ont des visions plus autoritaires. Puis, ça fit avec ce que j'ai vu. J'espère que je ne suis pas en train de faire ce biais de confirmation-là, mais si ça l'est pas, je suis vraiment content.
C'est drôle parce qu'on a parlé de ça un peu avec Jeff cette semaine à Radio Pirate. Je sais que c'est intemporel, Frank, excuse-moi, je fais c'est pas grave. On a parlé de ça. Il y a eu un article, Stéphane Gendron, ex-polémiste, devenu. Il fait pousser des carottes. Là. Puis là, il montrait quand même, maintenant, il est heureux, il a enfin trouvé une paix intérieure. Puis dans le temps qu'il était polémiste, il n'y avait pas de paix intérieure. Puis le monde, toute la semaine, sont amusés à taguer Jeff là-dedans. Puis dire, hey, regarde, toi, le polémiste, comment que tu dois être un homme vraiment malheureux. Mais ce qui arrive, c'est je le connais, lui, personnellement, puis je ne connais pas juste Jeff, je connais plein d'autres mondes à droite. Je connais super bien Éric Duhem, je connais toi. Je connais beaucoup. Il y a plusieurs de ces personnes-là, même j'en connais plus que je devrais. Je suis leur conseiller financier. T'sais. Puis, c'est du monde heureux pour vrai. Là. Les gens s'imaginent vraiment qu'en dedans de nous autres, on est fâchés. On est toujours fâchés, on est toujours en train de chialer. On est toujours, on veut maximiser le profit des entreprises, donc on est à la solde des grandes pétrolières. Je veux dire, moi, c'est sûr que le vendredi. Le chèque, là. Je sors de l'avoir, je le veux, mon chèque. Le premier du mois, c'est samedi, là, je l'attends. Suncor, ça rentre demain, puis après ça, c'est. Vous vous ferez faire le tour de mon appartement en vidéo, vous allez voir combien que les pétrolières m'ont envoyé de chèques. Ouais. Je suis sûr que tu as un palais à Outremont, là. Puis le pire, c'est que l'affaire, c'est. Les gens ont vraiment beaucoup discuté à penser. Puis le pire, c'est un film comme la quête du bonheur là, avec Will Smith et tout ça, là, où tu vois vraiment un gars partir du bas de l'échelle. Là. Il part du bas de l'échelle, puis il réussit à vendre des machines, puis il réussit à se ramasser dans le top un jour. Puis, c'est le rêve. Tout le monde comprend ce rêve américain-là, ce storytelling-là. Tout le monde le comprend, tout le monde le voit, tout le monde trouve que c'est souhaitable. Mais tout le monde s'imagine que ça n'existe pas, un self-made man. Ça n'existe pas quelqu'un qui bâtit une entreprise puis qui fait beaucoup de profit grâce à une qualité de service incroyable, puis à des contrats signés entre les parties qui font que les deux personnes s'enrichissent. Les gens s'imaginent que ça ne se peut pas alors qu'ils trippent sur des films comme ça. Ils s'imaginent que des gens, des animateurs de radio ou des personnalités publiques plus de droite, c'est des gens foncièrement malheureux parce qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est piler sa tête des gens en dessous d'eux, parce que c'est des gens de droite, c'est le même qui pensent. Et là, tu es là, tu te dis, on a vraiment des grandes solitudes, puis c'est pas juste au Québec, là, c'est partout ailleurs dans le monde. Il y a vraiment deux grandes solitudes qui se créent, puis tandis que pour moi, pour connaître personnellement des gens qui ont une philosophie basée beaucoup plus sur l'individu, première chose que tu te rends compte, c'est que tu as raison, c'est du monde qui sont très heureux. Puis quand tu arrives, tu regardes le polémisme un peu de Stéphane Gendron au Québec, ça a été tout qu'un personnage, là, le temps qu'il faisait de la radio et des médias, mais il y avait des tendances très autoritaires. Oui, Stéphane Gendron. Oui, très, très autoritaire. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Écoute, c'est un maudit bon point sur ça. Moi, ce que j'allais dire, c'était j'allais focusser sur ceux qui ont pris le temps de taguer une personne pour dire, regarde, à quel point. Non, mais ça te montre à quel point tu t'en viens à penser à que ton mindset est basé sur c'est l'autre groupe. Puis si ce groupe-là n'est pas de mon alignement, je dois l'être. Ça te montre à quel point il y a. Puis ça, je veux dire, c'est pas exclusif à un côté, là, c'est absolument partagé à travers le spectre. Mais ça te montre que c'est probablement, s'il y a un degré de corrélation entre des vues autoritaires et cette espèce de manie de penser sur la base des groupes, c'est sûr que tu vas avoir le réflexe de vouloir. Mais c'est ça la grande tendance libérale, c'est que tu en viens à démoniser une personne avec qui tu peux avoir des interactions. Tu sais, je veux dire, le nombre de fois que je suis en désaccord, mettons, toi puis moi, on est en désaccord, puis je suis sûr que Frank puis moi, on va finir par être en désaccord plusieurs fois, mais au final, il n'y a jamais eu une démonisation. Parfois, je suis sûr que j'ai hérité du monde en étant en désaccord, mais tant que tu t'en viens pas à voir la personne comme l'autre, le othering, comme on dirait en anglais. Moi, mon critère, je te dirais, c'est est-ce que si ta détestation de l'autre t'amène à renier tout ce que tu as déjà dit avant, pour finalement dire le contraire par haine, moi, ça, c'est là où je décroche. Mais il y en a du monde qui font ça. Non, mais écoute, l'exemple le plus frappant que j'ai vu de ça, là, c'est il n'y a pas longtemps, je lisais
un livre écrit par une journaliste française qui émigre aux États-Unis. Elle a écrit un livre sur Biden. Et dans ce livre-là, elle raconte, elle a fait une enquête là, autour de son entourage. Tout. Puis elle parle à un moment donné d'une fille qui s'appelle Tara quelque chose. J'oublie son prénom. Mais cette fille-là, bref, c'est une fille qui disait avoir été agressée sexuellement par Joe Biden dans le temps qu'il était au Sénat. Et puis, quand elle est sortie publique avec ça, la journaliste raconte qu'il y a des hauts placés du Parti démocrate qui l'appelaient, cette fille-là, puis disaient « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire là, la conne? Tu es en train de vouloir faire élire Donald Trump? » Là, tu te dis, les autres sont prêts à camoufler ou à faire taire un comportement criminel par haine de quelqu'un d'autre. Alors que c'est leur, en plus, c'est leur fonds de commerce, là, le MeToo Movement. Ouais, c'est les mêmes gens qui ont fait ça. Mais ça, je veux dire, c'est abominable. Moi, quand je lisais ça, je disais c'est abominable. Comme façon d'être. Non, mais t'es tellement à deux doigts de quelque chose d'encore plus hypocrite qui me gossait dans les débats. C'est la politisation. Le fait que, parce qu'un débat comme les abus sexuels, a une dimension qui devrait avoir aucune corrélation avec la politique. Exact. Il devrait avoir aucune corrélation idéologique entre les deux. Et pourtant, il y a eu cette espèce de ligne de démarcation politique qu'il y a eu, et ça te montre qu'il y a quelque chose d'excessivement dangereux, parce que la ligne de corrélation suit une autre ligne qui est celle de le pouvoir et le non-pouvoir. Puis, toute forme d'abus, il faut quand même se reconnaître la chose dont tu peux le voir, c'est que pourquoi c'est particulièrement offensant? Parce qu'il y a quelqu'un qui utilise soit un pouvoir physique, un pouvoir psychologique sur une personne qui est plus vulnérable. Ce qui est vraiment offensant pour les gens, c'est le fait que tu t'es servi de ton pouvoir, du fait que tu étais dans une position avantagée pour abuser d'une personne vulnérable. Si tu en viens à partir de... Puis c'est là que ça revient encore une fois à la manière dont tu conçois la société. Si tu conçois la base de l'individu au lieu de la base du groupe, tu ne vois aucune corrélation idéologique sur ce sujet-là et l'idéologie. Tu ne vois aucune corrélation entre les deux. Et ce qui t'épuise, c'est le fait que des gens ont vu une situation dans laquelle il y avait une incitation qui les poussait à agir de cette manière-là, puis c'est ça qui te répugne moralement. Tu peux l'analyser facilement, mais à partir de cette analyse-là, tu peux faire une affirmation normative que c'est absolument inacceptable, mais il n'y a aucun lien là-dedans avec le groupe ou l'individu, parce que je pourrais très bien reconnaître que ça peut se faire sur des lignes qui sont à l'intérieur du même genre, qui sont à l'intérieur de groupes différents, que je n'ai plus même, j'ai même rejeté l'idée du groupe dans ce concept-là. J'ai été répugné par le fait que quelqu'un abuse du pouvoir. Exact. C'est là que tu vois le lien avec la politique qui est vraiment absolument atroce. C'est où tu vois les plus grandes formes d'abus qui finissent par être publicisées. C'est généralement dans des industries dans lesquelles il y a énormément de rapports de pouvoir. Ben oui. Je veux dire, c'est pas que ça arrive jamais en entreprise, mais l'échange de sexe pour des promotions, pour de l'avancement sur d'autres personnes, il y a des papiers qui ont été faits là-dessus, la sexualisation des rapports de travail. Et il y avait quelqu'un, si je peux retrouver cette étude-là, ça me ferait tellement plaisir, mais il y a quelqu'un qui avait fait sur la base d'enquête. Donc, c'est pas un truc qui avait été fait à la légère. C'est quelqu'un qui avait vraiment fait à peu près comme 2 ou 3 000 questionnaires. Je ne me rappelle plus, mais il avait réussi à catégoriser selon le milieu de travail les 2 secteurs dans lesquels tu avais les plus gros rapports de pouvoir, qui étaient les médias et la politique. C'était les 2 secteurs dans lesquels tu avais la plus grande sexualisation des rapports de travail. Et c'est là, dans ce cas-là, que tu peux t'ouvrir la porte à beaucoup plus d'abus de pouvoir. Pas nécessairement que c'est pas la sexualisation qui est problématique, c'est le fait que tu as cette corrélation entre la sexualisation et les pouvoirs. Si tu as cette corrélation, il y en a qui vont en abuser. N'importe qui a fait un peu de militantisme en politique. On l'a dit un peu dans le dernier podcast. Je veux dire, les histoires, là, sérieusement, si vous aimez les potins, là,
inscrivez-vous dans un parti politique Oui, puis allez dans des meetings. Je veux dire, vous allez capoter sur des potins. Là. Mais c'est encore plus trash. Puis là, tu sais, on va faire un peu d'histoire, tout le monde. On avait fait l'ADQ ensemble. Yes. Le nombre d'histoires que l'ADQ, c'était un petit parti, on va pas se mentir. Fait que, tu sais, t'avais pas un pool très, très grand de place pour faire du mémérage. Et pourtant, il y en avait une tonne. Et c'était tout le temps des affaires absolument... Puis des fois, c'était de la cruauté même. Puis tu le voyais qu'il y en avait qui étaient là vraiment parce que ça leur donnait l'exercice de pouvoir faire du pouvoir. Puis qu'au final, tu te disais, si tu étais dans un autre environnement dans lequel tu n'avais pas accès à ce pouvoir-là sur les autres, que les autres pouvaient te refuser leur consentement sans des coûts monumentaux à leur réputation ou à leurs ambitions, tu n'aurais jamais agi comme ça. Mm-hmm. Ben, il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils ont choisi d'aller là-dedans, parce que ça leur donne la capacité d'exercer un pouvoir que jamais ils auraient pu avoir, parce qu'ailleurs, les gens auraient pu refuser beaucoup plus facilement. Ils auraient pu avoir une liberté, pas juste légale, mais factuelle, de facto, qui leur permet de dire « go fuck yourself ». Écoute, parle à n'importe quel chef d'entreprise. Tu sais, les gens s'imaginent que les chefs d'entreprise ont une grande emprise sur leurs employés, puis il va y avoir beaucoup de scandales qui vont éclater à cause de ça. La réalité, c'est que oui, ça l'arrive, mais à mon avis, c'est beaucoup plus marginal qu'en politique parce que c'est pas vrai que d'exploiter sexuellement une personne dans ton entreprise va faire en sorte que c'est un plan d'affaires à long terme qui va être profitable. Tu vas finir par te planter. Tu vas finir par avoir une démotivation des employés. Ça va être l'asile. Alors qu'en politique, si tu es dans la bonne gang en plus, c'est encore pire. Tu es réellement capable d'avoir une free pass avec ça, tant et aussi longtemps que c'est des gestes non criminels. C'est un peu freak quand on y pense. Oui, puis c'est pour ça aussi. Ben, la politique, c'est le règne de l'esthétique par-dessus l'éthique. Les apparences sont beaucoup plus importantes souvent que la substance du comportement. Mais au-delà de ça, il y avait... Puis il y a aussi une littérature en psychologie là-dessus j'ai découvert il y a seulement peut-être quelques mois par une collègue, en fait, quelques mois maintenant, il y a 1 an, c'était avant la COVID. Depuis avec la COVID, le sentiment du temps est devenu non linéaire. Une collègue qui était ma voisine de bureau, qui est une psychologue à King's, elle m'avait souligné, il y a une grosse littérature apparemment sur les gens qui sont dans des situations de pouvoir, les scores d'empathie qu'ils ont. Et il y a des études longitudinales, c'est-à-dire que tu suis les gens à travers le temps. C'est-à-dire que tu prends la même personne puis tu la sondes à plusieurs moments différents. L'exercice du pouvoir a cette capacité de diminuer la capacité d'empathie des gens et que c'était que puis ça a l'air qu'elle m'a expliqué, puis que c'est pas une littérature qui est marginale, que c'est une littérature qui est très importante. Naturellement, je prends ça avec un grain de sel parce que quand tu regardes les études, les méta-analyses qui existent de la réplicabilité des études, le domaine qui performe le moins bien, c'est la psychologie. Puis de toutes les sciences sociales, c'est sûr que le taux de réplication des études est d'à peu près 50%. Étrangement, le plus élevé, les deux plus élevés, c'est sciences économiques. Je suis très content de le dire. Et histoire, c'est le deuxième plus élevé en termes de réplicabilité. Puis c'est très proche l'un de l'autre. Fait quand il y a des études empiriques, il y a des résultats empiriques dans des journaux d'histoire, il y en a moins, là, mais quand ils font bien. Ouais. C'est les deux domaines dans lesquels tu as un haut niveau de réplicabilité. Il faudrait juste qu'ils le fassent plus. Il faudrait qu'il le fasse plus, effectivement. C'est-à-dire que c'est comme, OK, fine, tu as réussi 100% du temps, mais tu l'as juste fait une fois. Mais une fois que c'est dit, quand même, le fait qu'il y a plusieurs études qui pointent dans la même direction, même si le taux de réplicabilité n'est pas parfait, la loi des moyennes suggère qu'il y a probablement quelque chose là, au minimum qui vaut la peine d'être assujetti à plus d'enquêtes et la possibilité probablement qu'effectivement, il y a un mécanisme qui connecte l'exercice du pouvoir avec l'incapacité d'empathie. Et encore plus étrange, il y a un économiste / biologiste de Harvard, Heinrich, qui travaille avec plusieurs autres économistes, avec un autre qui s'appelle Paul Zak. Ces deux-là montrent un peu la partie contraire. Qu'est-ce qui se passe à la morphologie du cerveau humain dans des sociétés où il y a beaucoup d'échanges? Bien, les sociétés où est-ce que tu as beaucoup d'échanges, où les gens échangent beaucoup de manière volontaire et donc tu consens à l'échange, il y a beaucoup plus de production d'oxytocine dans le cerveau
qui à toute fin pratique, j'oublie si c'est une hormone ou un enzyme. Là, je suis un peu en dehors de mon champ de compétences. Je me réfère à ces gens-là et à leur expertise. Le fait est que Heinrich et un de ses collègues sont toujours nommés chaque année comme étant des potentiels Nobel en économie. Me suggère qu'au moins je peux prendre ça avec un certain degré de certitude sans aller trop dans les détails. Je veux dire que si je peux prendre le 10,000 feet view, je peux être assez à l'aise que la production d'oxytocine est associée avec l'empathie. C'est-à-dire que plus tu en produis, plus tu es empathique, plus tu es capable de concevoir l'émotion de l'autre. Et cette idée-là que si tu, sur la base de la coopération volontaire, tu es capable de développer des mécanismes évolutionnaires et donc biologiques qui renforcent par boucle de rétroaction la volonté de coopérer, c'est facile d'imaginer comment l'exercice contraire, celui de la coercition, a l'effet contraire, où est-ce que tu deviens moins en moins capable de développer cet effort d'empathie. Fait que, tu sais, c'est là que si tu peux voir un peu, puis ça nous revient à libéral, anti-libéral, quand tu pars de l'individu, ça devient facile de faire tout cet exercice-là, puis par corrélation entre certains comportements, tu as une sorte d'imperméabilité à des tendances autoritaires. Puis quand tu réfléchis sur la base des groupes, par corrélation avec d'autres comportements, tu en viens à être beaucoup plus perméable à ça. Ça ne veut pas dire que tu l'es automatiquement. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas déterministe comme modèle, mais c'est probabiliste, en fait, ce que je devrais dire. Tu as plus de chances d'être absolument intéressé par des visions qui sont fondamentalement autoritaires. Ouais, c'est vraiment intéressant. Si jamais, Vincent, tu penses rapidement aux liens de toutes ces études-là, tu pourras peut-être la première, envoyer. Je vais te les envoyer. Je les mettrai en description ou peut-être dans la version vidéo, je les mettrai à l'écran, les liens pour que les gens que ça intéresse, puissent aller voir. Là. Je fais souvent ça, moi, dans mes propres podcasts. Personne clique sur les liens, mais c'est pas grave, c'est intéressant pareil. S'il y en a qui veulent pousser plus loin. Mais juste le titre du livre là, de Zach vaut la peine. Juste pense-y, le mot, c'est « Moral Markets ». C'est uniquement un livre qui est basé sur des expériences en laboratoire, ce qui est une branche très, très poussée en économie, où est-ce qu'on essaye de répliquer des comportements en laboratoire des gens. Puis c'est là qu'on a découvert le cas de l'oxytocine. Puis que ça a été, là, ce que je comprends, il y a un débat, mais que la conclusion générale qu'il y a ce mécanisme de renforcement est généralement acceptée. Par vertu du fait que c'est rare qu'on confère un Nobel à quelqu'un en économie en disant « Ah, ce qu'il dit n'a aucune valeur, on l'a juste donné parce que ça avait vraiment l'air d'être tout un effort intellectuel qui a fait. » Non, ça a vraiment causé un débat important, puis il y a eu une avancée grâce à cet effort-là qui était vraiment pertinent. Ouais, je pense qu'on va boucler. Ça fait déjà 1h30, messieurs, fait que je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. Puis, comme d'habitude, j'ai même pas posé la moitié des questions que je voulais faire, mais c'est pas grave. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça nous donne du matériel pour beaucoup d'épisodes. Puis si jamais il y a des gens qui ont des suggestions de sujets aussi, ils peuvent toujours nous les faire parvenir. Là, exactement. Ça va nous faire plaisir de ne pas poser les questions à Vincent. C'est ça. Puis de partir sur d'autres sujets. Mais c'est ça la beauté d'un podcast. On n'est pas en train de faire une émission à Radio-Canada. On fait un podcast. Fait que ce qui te passe par la tête, c'est ce qui nous passe par la tête. Si on était une émission à Radio-Canada, je devrais faire des attaques purement ad hominem sur des gens avec qui je ne suis pas en accord. Puis après ça, prétendre que c'est intellectuel ce que j'ai dit. C'est généralement ça que je devrais faire. Justement, parlant des attaques personnelles, ça sera pour le prochain épisode. Okay. Ouais, puis si c'était à Radio-Canada, tu attacherais ton dernier bouton de chemise aussi. Ouais, écoute, ça, là, c'est une affaire que tout le monde souligne. Parce que j'ai un drôle de tic. Je ne suis pas capable. Quand j'enseigne, souvent, je fais ça comme ça. Juste parce que tout le monde a une sorte de tic nerveux, là, où est-ce que tu as besoin de faire quelque chose. Il y en a qui jouent avec leur pouce ou qui jouent avec l'oreille. Moi, j'ai besoin de frotter la base de mon... Tous les étudiants le remarquent. À un moment donné, il y en a un là, qui était là, puis j'étais vraiment de même, là, puis j'étais comme « Hey, c'est une bonne question, puis laisse-moi aller au tableau. » Puis là, j'étais de même en train d'essayer de faire la preuve, puis j'étais là. OK, regarde, c'est parce qu'on a ça. Mais là, tu sais, t'as comme le dude avec toute la chest qui sort. J'étais là comme, je m'excuse, gang, c'est un réflexe là, quand je... c'est vraiment une mauvaise habitude. Je suis sûr que si tu regardes le clip,
je dois avoir mis ma main dans ma chemise comme ça pour frotter mon épaule la base de mon cou comme 8 fois. Je dirais ça quand j'aurai fini le montage. Ah, j'espère. C'est un excellent mot de la fin.